Bonsoir à tous et merci une fois de plus de nous renouveler votre attention en regardant les programmes de Cam News 24 Télévision. Le décès d'Albert Dominique Ebossé Bodjongo fait donc le tour du monde. Cet athlète, ce Camerounais footballeur, est donc décédé samedi dernier en Algérie après la rencontre qui opposait son équipe, la JSK, à la USM d'Alger. La liste de Volker Fink également fait débat sur ce plateau ce jour. Eh bien, on vous rappelle que le sélectionneur national a été donc maintenu et immédiatement, il a donc sorti sa liste des 25 plus 5 et quelques jours plus tard, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a nommé les nouveaux capitaines de la sélection nationale du Cameroun. Enfin, l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, eh bien, qui a donc abouti à l'adoption des nouveaux textes de cette instance sur les 102 membres attendus. 93 ont répondu présents et comme il fallait s'y attendre. Les projets de texte, à savoir le code électoral, les statuts de la Fédération camerounaise de football et ceux des ligues décentralisées ont été adoptés par les différents membres qui ont donc fait le déplacement. Mais jusqu'à présent, on attend toujours les différentes résolutions. On en parle donc dans cette édition avec nos invités qui sont déjà sur le plateau. Je vous retrouve juste après cette légère transition. Retour sur le plateau de Cam News 24 Télévision. On va immédiatement aller accueillir nos invités. Serge Pensi, bonsoir. Bonsoir Michel et bonsoir tout le monde. Voilà, je dois rappeler que vous êtes analyste et consultant sportif. C'est ça. Très bien. On va peut-être également accueillir Charles Monge-Mouyeme qui est juste à ma droite, mais à la gauche de votre petit écran. Charles, bonsoir. Bonsoir, capitaine Michel. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Très bien. Alors, Charles Monge-Mouyeme, on ne vous présente pratiquement plus. Merci d'avoir encore accepté cette invitation. Et si peut-être on commençait par un sujet qui fait peut-être l'actualité, c'est l'ancien président de la FECAFOOT qui était ce jour devant le tribunal, devant donc le tribunal criminel spécial de Yaoundé. Vous avez eu l'information, j'imagine? Oui, bien sûr. J'ai suivi les informations. Première petite analyse? Ben, il n'y a pas d'analyse à faire. Ils sont dans la phase préliminaire, on présente les témoins, les avocats, etc. On prend connaissance d'un certain nombre de choses. Et ça a été renvoyé en septembre. Donc, je pense que... Au 10 septembre. C'est déjà dans le pipe. Oui. Maintenant, ces avocats vont travailler sur son dossier. L'État aussi va se pouvoir pour justifier ces accusations. Et il y aura un procès équitable, j'espère, où il y aura de la contradiction. Et la vérité jaillira. S'il y a une punition à exécuter, qu'on l'exécute selon les lois du Cameroun. Charles, est-ce qu'à travers cette première apparition, disons-le comme ça, on peut déjà dire que c'est le début véritablement, c'est le début, n'est-ce pas, véritable du procès de M. Yaya Mohamed? Mais bien sûr. Puisqu'il était encore en détention préventive. Oui, je crois que c'est le début du procès. Le procès commence. Bon, il comparait en étant privé de liberté. Oui. Ça peut être dommage pour des personnalités de ce rang-là, mais enfin, si le pays est ce qu'il est, ils sont dans un système qu'ils connaissent très bien. Ils connaissent très bien le système dans lequel il opérait. Il est resté très très longtemps directeur général. Je crois que ça lui a laissé le temps de savoir comment fonctionne ce système. Quand le rouleau compresseur de ce système se met en branle, comment il broie ses propres éléments. Et donc, je suppose que ces avocats sauront mettre tout ça bout à bout pour le défendre au mieux. Mais nous, Camerounais, en tant que Camerounais, nous voulons simplement que l'équité soit préservée, que la vérité soit dite et que les rigueurs de la loi s'appliquent. Exactement. Alors, Serge Pensi, vous comprenez qu'une personne soit en détention préventive jusqu'à ce... aussi longtemps, j'ai failli dire, ça fait quand même plus d'un an, autant pour moi, que le président, l'ancien président de la FECAFOOT est en détention préventive, sans toutefois être jugé. Il est toujours du côté des Kodegui. Ça peut se comprendre facilement pour le profane? Non, pour le profane, ça ne va pas se comprendre. Maintenant, pour quelqu'un qui est un peu avisé, qui pose un peu des questions, qui cherche à savoir, ça peut se comprendre parce que je crois que la loi admet 12 à 18 mois. Donc, c'est normal qu'il soit là. Et puis, c'est la catégorie de celui du client. C'est quel client? Si c'était un client comme toi et moi,
Même comme toi, tu es capitaine, moi, un client comme moi, on pouvait dire, bon, tu peux rentrer chez toi, hein, parce que les prisons sont pleines. On peut la précision, hein, c'est expensive. On ne peut pas te mettre dans ces catégories. Tu peux apparaître en livre. Mais là, c'est un gros client. Oui. Un gros client qui a géré quand même une grosse boîte. Oui. Et Charles le disait tout à l'heure, 30 ans. Ce n'est pas 30 jours, ce n'est pas 30 heures, ce n'est pas 30 mois. Donc maintenant, tout ce qui tourne autour, on parle d'un détournement autour de 11 milliards. Oui. Donc quelqu'un qui gérait une masse, un chiffre d'affaires entre 100 et 200 milliards annuels. Donc vous voyez un peu à quoi on va assister. Donc on doit protéger. On précise que le monsieur toujours et reste encore innocent. Oui, mais on peut... il n'est pas encore coupable, j'ai failli dire. Non, il juge la présomption d'innocence. Donc, et tu peux voir que c'était pas un client normal. Donc, même là, même en le détenant, peut-être qu'on le protège même de certaines choses. Donc, c'est ça le travail de la justice. D'accord. Très bien. On rappelle que le procès donc, va effectivement démarrer le 10 septembre prochain. C'est du côté du tribunal criminel spécial de Yaoundé. Alors, Charles Mongo, l'autre actualité, nous l'avons tous appris hier, c'est, on va dire quoi, le nouveau contrat de Samuel Eto'o-Fils qui a désormais pour club Everton. Ça a chamboulé entre Everton, ou alors ça a roulé entre Everton et Liverpool. Finalement, vous comprenez la destination d'Everton? Oui, je la comprends, parce que je crois qu'il s'en était expliqué. Je crois qu'il ne voulait pas quitter Londres. Il m'avait semblé qu'il l'avait dit. Il voulait une équipe qui joue la Champions League. Mais il y avait aussi la condition qu'il ne soit pas obligé en fin de saison prochaine de recommencer le même tralala. Il voulait quand même se protéger sur au moins 2 saisons quand même pour être tranquille dans sa tête. Mais là, ici, 1 an avec option... Oui, cette option est importante parce que ça te permet, si tu as de bonnes performances... Oui, mais là, c'est plus clair parce qu'on lui dit s'il dispute un certain nombre de matchs... 10 matchs. Voilà, c'est dans les cordes de... C'est dans les cordes de Samuel Eto'o de disputer 10 matchs avec Everton. Je crois que avec le talent qu'il a jusqu'à présent, quoi qu'en pense, c'est certain, il peut disputer valablement 10 matchs dans une équipe où son concurrent principal s'appelle Lukaku. D'accord. Très sincèrement, Serge Ronald Pensy, que vaut encore Samuel Eto'o-Fils sur le monde des transferts, le mercato? Parce qu'on a quand même suivi pas mal de choses sur le joueur. Samuel est fini, Samuel n'est plus ceci. Que vaut encore Samuel? Je rappelle qu'à une certaine époque, vous avez pratiquement été agent de joueur. Vous maîtrisez parfaitement les rouages de ce domaine-là. Que vaut aujourd'hui Samuel Eto'o sur le monde du marché? Je prends 10 millions d'euros annuels. Voilà ce que vaut un joueur comme Samuel Eto'o. 10 à 15 millions d'euros annuels. C'est à la valeur du joueur. Maintenant, comme il est libre, on transforme cette valeur-là. Vous n'aimez pas souvent faire, on va dire quoi, vous n'aimez pas souvent faire, vous n'aimez pas souvent vous exprimer en franc CFA, parce que quand vous dites 10 millions d'euros à la maison, j'imagine les calculateurs, c'est pas évident. Si on pouvait avoir le franc CFA, ça pourrait... ça va faire 15 millions d'euros, c'est quoi? Ça fait 1 milliard, non? De francs CFA, si je me trompe. Oui, à peu près 1 milliard de francs CFA. Donc, voilà sa valeur, la valeur. À peu près sa valeur sur le marché. Maintenant, pour négocier le contrat, c'est sur cette base qu'on négocie le contrat parce qu'il est un agent libre, free agent. Donc, on négocie, on dit, ok, moment, on va pas te donner quand même les 15 millions d'euros, mais on peut te donner entre peut-être 7 et 10, peut-être 8, peut-être 6. Pourquoi cette réduction? Parce qu'il n'est plus... Non, au niveau du salaire, peut-être qu'il va recevoir une prime de signature. Et tout ça, là, il va avoisiner peut-être les 12 millions annuels avec la prime de signature. Donc, voilà comment ça se passe. Mais oui. Pardon? Oui, allez-y. Donc, voilà comment ça se passe et il négocie son contrat. C'est pour ça que ça prend du temps quand même pour qu'il avoisine quand même cette valeur-là. Parce que tout ça tourne autour de l'argent. Mais sinon, pour trouver un club, Samuel Eto'o ne peut pas avoir actuellement la difficulté de trouver un club. Parce que quand même 12 buts en première ligue, en 35 matchs. Toutes compétitions confondues? Non, pas toutes compétitions confondues. Je crois. Non. Oui. Ça, c'est le championnat. C'est le championnat. Parce que si vous ajoutez la Champions League et la Coupe d'Angleterre et tout ça, là, peut-être il a 15-16 buts. Et ça fait quand même qu'un avant-centre qui marque 10 buts par saison est déjà intéressant. 10 buts. Sans compter les passes décisives et tout ça là, et la présence dans les matchs. Donc, à ce niveau-là, ça compte. Ok, alors, mais tout de même, Charles, restons un tout petit peu. C'est quand même Samuel Eto'o-Fils. Eto'o qui retrouve son 8e club en près de 15 ans de sport de haut niveau. Mais c'est quand même Everton, Charles Mongo Mouyeme. D'où ma question, que vaut encore Samuel Eto'o aujourd'hui sur la côte? Parce que Everton,
bon, c'est pas Chelsea, c'est pas Liverpool. Eto'o vaut la longueur de sa carrière. Eto'o vaut son âge qu'il prend comme tout humain biologiquement. 33, 34, je crois. 33 ans. 33 ans. 33 ans. Donc, Eto'o vaut toute la carrière qu'il a pu dérouler. Ça veut dire que ça on tient compte de ça. Mais c'est évident. On tient compte de tout ça. Quand un club veut prendre un joueur, il se renseigne dessus. Ouais. On sait qu'il a tel nombre de matchs dans les jambes. Les techniciens du foot savent que quand un joueur a tel nombre de matchs dans les jambes, sa capacité de récupération s'allonge. Et peut-être qu'on peut plus lui faire répéter un certain nombre d'efforts aux entraînements. Il y a des conditions spéciales. Il faut gérer mentalement les autres joueurs qui vont estimer qu'il est peut-être privilégié. Oui. Alors qu'on tient compte simplement de l'accumulation des matchs durant toute sa longue carrière. On sait qu'il est exposé à des blessures, il faut le protéger. Il y a un certain nombre de choses qu'on sait. Et tout ça entre dans votre valeur en tant que footballeur. Ouais. Et je crois que Eto'o en est pleinement conscient. Les gens semblaient dire qu'il était gourmand. Mais c'est une négociation. Vous savez ce que c'est que la négociation? J'avance mon pion le plus loin possible pour que j'arrive au niveau où je veux arriver. Si je le mets directement au niveau où je veux arriver, il est évident que l'adversaire va le pousser vers moi et ce sera plus faible. Voilà. Absolument. Merci. Non, je voulais ajouter un critère, quelque chose là, ce que Charles a dit, c'est le vécu aussi. Le vécu, il peut aider cette équipe d'Everton avec les jeunes, avec son vécu. Everton qui va jouer l'Europa League, le club est en ce moment. Absolument, il a habitué à la compétition. Pour ceux qui n'ont pas cette expérience-là, Samuel Eto'o peut jouer le rôle de mentor sur le terrain pour gérer certaines situations. Il l'a fait à Chelsea, par exemple. Si je m'en tiens à une interview d'Eden Hazard, qui a dit que c'est Eto'o qui lui a dit, mon cher ami, quand tu as le ballon, il faut que tu sois décisif. Voilà. Va jusqu'au bout de ton action, ne t'arrête jamais. Eden Hazard a dit que ça l'a remonté parce que lui, il était toujours très généreux, il voulait faire la passe. Et Eto'o lui a dit à certains moments, prends ta responsabilité, va jusqu'au bout, tu vas marquer les buts. Très bien. Et donc, c'est ça le rôle de l'aîné aussi voilà. dans une équipe. Très bien. On rappelle donc que Samuel est depuis quelques heures sociétaire d'Everton. Selon donc certaines informations, le joueur pourrait donc jouer samedi prochain. Everton affronte, ou alors Chelsea affronte Everton du côté de Stamford Bridge pour le compte de la 3e journée du championnat anglais ou encore la première... Moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est ici. Je devine que les gens sont dans les usines en ce moment en train de produire les maillots. Absolument. Dans quelques jours, dès qu'on a son numéro de dossard, je crois que le centre-ville d'Abidjan. Voilà, très bien. Samuel Eto'o, oui. Rapidement, on va sortir, Serge. De la question Eto'o. Oui, mais il faut ajouter quelque chose. Il faut apprécier que Samuel Eto'o a décidé aujourd'hui de jouer pour un club parce que ça a un peu traîné, ça a soulevé toutes sortes de... Ça a traîné, mais il est resté dans les délais parce que le mercato, c'est le samedi. Non. Par contre, lui n'a pas ce problème. Oui, tout à fait, plus que son contrat. Il est un joueur libre. Tout à fait. Il aura un pu signer en janvier. Même en février, il n'y a pas de problème. Merci pour la précision, c'est justement. Et en plus de ça, il faut dire aux gens que Everton, c'est à Liverpool. Tout à fait. Donc c'est dans la même ville. C'est deux clubs d'une même ville. Voilà, d'une même ville. C'est-à-dire que c'est Union et Dynamo. Oui. Donc, ou alors New Star et Union, pourquoi pas? Non, pas la même chose. Il y a des histoires. D'accord, tout autour. Bon, voilà. Très bien, Serge Percy. Merci infiniment. Alors, rapidement, on prend le troisième thème d'actu. Nous sommes toujours sur la pause actu, si vous voulez, au niveau de la pause actu. Alors, Charles Mongué Mouyembe, depuis quelques jours, le ministère des Sports, les acteurs du football et les entreprises sont venus à Yaoundé. Paraît-il, selon les informations que nous avons recueillies, le ministre des Sports, il a été demandé au ministre des Sports de mettre sur pied, comment dirais-je, de réunir ou alors de convoquer rapidement cette réunion pour trouver certaines solutions au professionnalisme camerounais. Vous avez eu l'information. Maintenant, la question c'est, est-ce que vous pensez qu'avec ce nouveau départ, le professionnalisme camerounais va vraiment retrouver, peut-être pas ses lettres de noblesse, mais est-ce qu'on pourrait, dans les jours à venir, parler d'un championnat véritablement pro au Cameroun? C'est toujours de l'étranger que le chef de l'État fait tout ça. Bon, disons que, sincèrement, bon, je ne vais pas utiliser de mots méchants, mais j'ai failli dire qu'on recommence notre folklore habituel. J'ai failli le dire. Parce que vous savez, pour développer le foot professionnel au Cameroun aujourd'hui, il faut de l'argent. Tourner en rond, tout ce qu'on raconte, c'est on tourne en rond. Les entreprises sont je n'y croirais. Les entreprises ne vous donneront pas d'argent. Ce n'est pas des structures de philanthropie. Un partenariat gagnant-gagnant. Ce ne sont pas des structures de philanthropie. Un directeur général d'entreprise a des objectifs à atteindre, assignés par son conseil d'administration.
Alors, quand vous venez lui dire, il va faire un truc, ça sponsoriser le foot, vous avez un opérateur mobile local qui avait déclaré solennellement que lui va prendre la succession de celui qui était là. Est-ce qu'il est là? Il n'a pas demandé à son conseil d'administration. On a dû lui dire que, mon cher ami, ce n'est pas notre créneau d'aller mettre l'argent dans le football à ce point-là. Donc, je veux simplement dire que si on veut développer le football professionnel au niveau supérieur de l'État, au moment de faire le budget de la République du Cameroun pour un exercice, nous allons tous ressentir que le budget du ministère des Sports a connu un saut déterminant. Et quand le ministre va arriver à l'Assemblée nationale, les députés vont lui dire, mais c'est quoi cette histoire que votre budget passe de temps à temps? Il va dire, nous voulons mettre le football professionnel en place. Tant qu'il n'y a pas ce sursaut et que le budget est toujours normal et banal, quoi qu'il est là, vous allez instaurer quel professionnalisme avec l'argent de qui? Des entreprises qui ont des chiffres d'affaires à atteindre, qui ont des objectifs à atteindre, qui ont des salaires à payer, qui ont un certain nombre de choses à faire, la fiscalité qui est sérieusement étouffante et qui le sera beaucoup plus, parce que quand les recettes douanières vont baisser bientôt avec les APE qu'on vient de signer, ça suppose que les impôts, il faudra remplacer ces postes dans le budget. Les impôts vont être d'une rigueur infernale. C'est pas à ce moment-là qu'un chef d'entreprise va s'amuser à mettre de l'argent n'importe où. Donc, moi, il y a eu une telle réunion au GICAM, je pense, il y a 2 ans. Tout à fait. Mais là, c'était la Ligue. On est venu présenter, oui, c'est pareil, on est venu présenter les PowerPoint pour dire aux gens qu'on va faire une coupe de la Ligue, on va faire machin. Oui, vous faites votre coupe de la Ligue et quel est mon problème à moi? Donc pour moi, sincèrement, après les états généraux, après les forums, après les YAN et puis machin, c'est encore, mais ça traduit pour moi la panique qui s'est emparée des gens après la Coupe du Monde. Ou alors la conscience... Non, la panique. C'est-à-dire que dès qu'on est revenu de la Coupe du Monde, les gens ont tellement gaffé qu'il faut qu'ils donnent l'impression qu'ils vont faire quelque chose, ils vont travailler pour qu'on ferme les yeux sur les grosses casseroles. Très bien. Alors, Serge Pensy, vous avez... C'est quoi votre point de vue sur la question? Mais je vais d'abord dire quelque chose, ce que Charles a dit. C'est bien d'inviter les entreprises, de dire à un directeur... Les acteurs surtout du football aussi. Oui, mais hein. les entreprises pour le financement, de leur présenter le projet. Mais on ne leur dit pas ce qu'ils vont gagner. C'est qu'ils vont gagner, les entreprises. Non, mais vous, qu'est-ce que vous en savez? Vous n'êtes pas là. Parce qu'il n'y a rien à gagner actuellement dans le football camerounais. Non, monsieur Pensy, vous n'allez pas dire comme ça. Non, il n'y a rien à gagner. Une entreprise n'investit pas pour ne pas gagner. Oui, il n'y a rien à gagner. Pourquoi ces entreprises partent alors du foot? Pourquoi MTN, s'il faut le dire ici, pourquoi ils partent du foot? Parce qu'ils n'ont rien à gagner. Peut imaginer qu'une Coupe du Cameroun, le directeur général de MTN n'a pas de billets d'entrée au stade. Ça peut être un acte isolé, hein, Serge Pensy. S'il te plaît. Attends, il est sponsor principal d'une Coupe du Cameroun. Ça dépend de ceux qui ont... Ça dépend du comité d'organisation. Peut-être qu'ils ont mis. Bon, moi je vais rentrer encore dans une autre analyse. Mais je parle ici sur le contrôle de Charles. En marketing, il y a ce qu'on appelle STP, Segmenting, Targeting, Positioning. Est-ce qu'on a étudié la mise en place de ce professionnalisme par ces canons-là? C'est-à-dire qu'on a regardé dans quel domaine, comment, qu'est-ce qu'on doit faire, hein? On a ciblé tel nombre de sociétés, qui peuvent aller. On a fait... comment... Tout ça, n'est pas une étude, c'est une navigation à vue. On prend les mêmes, et moi j'appelle ça de l'idiot-optimisme, parce que c'est quoi l'idiot-optimisme? Ce mot-là vous a valu beaucoup de mots sur le plateau de radio ce matin. Ce n'est pas une insulte. Que je le précise. Ce n'est pas une insulte. Vous n'avez pas eu le temps d'expliquer justement. Ce qu'ils font, c'est l'idiot-optimisme. C'est-à-dire vous avez fait un truc qui n'a pas marché, que vous n'avez même pas mis en place. Les mêmes gens reviennent et disent que bon, maintenant... on refait et ça va marcher. La différence cette fois-ci, c'est avec les entreprises. Oui, voilà. Ça a toujours été avec les entreprises. Non, le ministère n'a jamais invité les chefs d'entreprise pour discuter. C'est une façon de dire. C'est ça qu'on appelle l'idiot-optimisme, parce que vous n'allez pas au fond du problème même. Le problème, c'est quoi? Et Charles l'a dit, le problème, c'est le financement. L'État peut financer, il n'a pas besoin des entreprises pour financer ce football. Il peut financer ce football sans les entreprises. Mais d'autre part maintenant, les clubs, est-ce qu'on a des gens en face qui peuvent gérer ces clubs comme des sociétés? C'est ça le véritable problème aussi. Parce que j'ai entendu le président de la Ligue professionnelle ce midi en train de dire qu'il y a une seule équipe qui répond aux critères du football professionnel. Laquelle, si c'est pas c'est Coton Sport. Le général Seming l'a dit. Il a dit. Une seule équipe sur 30 combien maintenant? Sur 37. Alors, quand une entreprise entend ça, vous lui dites, OK, on a un football professionnel, venez, et il y a une seule équipe. Ça va peut-être changer. Vous chutez rapidement, Serge. Oui, mais je te dis, Michel,
comment peut-on imaginer que l'État, je suis d'accord, que l'État mette à la disposition de chaque club, sur peut-être 5 ans, une centaine de millions. Et en face, vous n'avez pas de la ressource humaine pour gérer ces... Parce qu'il faut que les clubs, avec ces 100 millions par an, plus ce que les clubs eux-mêmes vont apporter, qui créent de la valeur. Mais ils ne savent pas comment on crée de la valeur dans les clubs. Tout à fait. On pense qu'avec ça, on va, en multipliant le nombre d'équipes, en jouant plus de matchs, on va devenir... Non, ce n'est pas ça. La base est fausse, on n'a pas de joueurs bien formés. Donc il faut baser, Oui. Il faut solidifier la base. Il faut bien penser, il faut penser une stratégie pour rendre les clubs solides financièrement, indépendamment du résultat. Tout à fait. Parce qu'un club professionnel peut dire aujourd'hui, on peut avoir des clubs professionnels qui ne vont jamais se qualifier pour la Champions League, mais qui sont là au Cameroun, qui animent le championnat du Cameroun, qui paient les salaires aux joueurs et qui sont financièrement bien assis. Mais comment peut-on le réaliser? Comment doit-on le faire? En réalité, on va sortir tout à l'heure de la pause. Oui, c'est juste en 30 secondes. C'est que le ministère, c'est que il joue sur une corde qui est l'orgueil des gens. Ce genre de réunions deviennent des espaces de j'ai été appelé, donc je suis important dans le football camerounais. Tout à fait. Donc, quand vous y arrivez, c'est terminé, vous ne pouvez plus rien proposer parce que vous estimez déjà que vous êtes très important. Le ministre l'a reconnu et vous a appelé. La preuve, il a appelé toutes les associations de footballeurs. Mais il sait très bien qu'il y a des conflits. RFC, UFC, il a appelé tout le monde. Il a appelé tout le monde. Mais il sait très bien qu'on va retenir cette association pour la fédération. Et Charles le dit très bien. Il y a des responsables qui m'ont appelé. Tout le monde dit que tu as vu, le ministre m'a appelé. Très bien. Exactement. Voilà. Merci. C'est juste pour détendre l'atmosphère puisque... On va entrer dans une note triste dans quelques instants. Vous l'avez tous appris le week-end dernier. C'est le décès d'un footballeur international camerounais, Albert Ebossé Bodjongo, est donc décédé en Algérie après une rencontre de football. La JSK avait perdu devant l'USM d'Alger. C'était un derby, on va le dire, régional entre les deux formations. Tout de suite après la rencontre, le joueur a trouvé la mort. Selon donc certaines indiscrétions, Albert aurait été donc victime d'un traumatisme, on va dire, crânien, selon donc le médecin en chef du CHU du côté de Tizi, du côté donc de Tizi Ouzou, je crois. Voilà. On va vous proposer dans quelques instants de regarder le portrait du joueur réalisé ici par nos confrères de la télévision algérienne. Juste après, nous allons revenir voir ce que peut encourir le championnat algérien après cet acte odieux, hideux, on va même dire un acte de barbarisme qui relève de notre genre. A tout de suite. 4 mois seulement après avoir débarqué à Tizi Ouzou, Albert Ebossé s'est déjà imposé comme le goléador attitré de la GSK. Meilleur buteur du championnat avec 6 réalisations en 12 journées, le Camerounais occupe déjà une place particulière chez les supporters kabyles, jusqu'à en devenir leur coqueluche. Albert Ebossé Bodjongo est né il y a 24 ans à Douala, un 6 octobre 89. C'est dans le club phare de la ville, le Coton Sport de Garoua, que le jeune Camerounais fait ses premiers pas dans le football. L'actuel chouchou des supporters canaris s'est ensuite fait un nom dans un championnat improbable en Malaisie. Au Parek FC, il a marqué 11 buts en une saison, avant de rebondir à la jeunesse sportive de Kabylie cette saison. Son adaptation à Tizi Ouzou a été très rapide. Il a vite été adopté par ses coéquipiers et son entraîneur. Ebossé, qui est revenu en Algérie pour tenter une nouvelle expérience et relancer sa carrière dans un grand club du championnat d'Algérie, et il semble d'ores et déjà réussir son pari. L'avant-centre des Canaries, auteur d'un début de saison exceptionnel, a su à sa manière replacer la GSK en tête du classement, grâce notamment à son dernier doublé réussi contre le Kaba. Un exploit qui lui a permis de gagner le respect et l'amour des supporters, qui scandent d'ailleurs son nom à chaque rencontre. En 11 journées seulement, il a su s'imposer comme une force de frappe inestimable dans le compartiment offensif de Eidjoudi. Ebossé est le pari gagnant du président Hnechi. Le président kabyle était longtemps à la recherche d'un avant-centre capable d'apporter un plus à la ligne d'attaque des Kabyles. Il a trouvé en Ebossé un vrai atout qui pourrait offrir ce titre tant attendu par le peuple de la Kabylie.
Voilà, alors Charles Mongue Mouyeme, c'est un peu triste, hein? C'est même très triste autant pour moi. Comment est-ce que vous avez appris le décès de ce joueur? Ben, comme tout le monde, par les médias. Je l'ai appris par les médias, les réseaux sociaux, etc. Et c'est une nouvelle qui attriste tout le monde, sportif et non sportif. Il n'est pas normal que quelqu'un décède comme ça quand il a été si plein de vie. Ouais. 2 minutes plus tôt. Vous savez, c'est ça. C'est comme un accident de la circulation. Ouais. C'est-à-dire que vous appelez quelqu'un... Brusquement, on vous arrache à la vie. Vous le laissez à l'aéroport et on vous dit 30 minutes après que l'avion est tombé. Il était plein de vie il y a 30 minutes. C'est très, très douloureux. Quand vous voyez quelqu'un dépérir parce qu'il est malade, vous préparez un petit peu psychologiquement. Là, c'est une rupture, c'est une cassure brutale. Et sincèrement, il faut se mettre à la place de ses proches. C'est une épreuve. J'ai vu sa fiancée dans les médias là, qui s'exprimait. Elle est encore tétanisée. Vous n'avez même pas l'impression qu'elle a de la douleur parce qu'elle a dit, elle a exprimé que elle n'y croit pas tant qu'elle n'a pas vu le corps. Tout à fait. Ça veut dire qu'elle est encore tétanisée par Tout la à douleur. fait. Et c'est horrible que ce genre de choses arrive. Alors, Serge Pensi, le décès de ce Camerounais pose un problème fondamental. Le football et la violence dans les stades, mais beaucoup plus en Algérie, qui semble être un pays récidiviste. Oui, récidiviste, mais je te dis qu'ici au Cameroun, il y a quelques semaines encore, on a eu aussi une pierre qu'on a jetée sur un arbitre. On a pris ça à la légère. Je pense que la Ligue avait sanctionné le club et la fédération a remis les clubs dans ses droits, entre guillemets, et la fédération a banalisé cet acte. Incroyable. Voilà, donc voilà les situations. Donc, on peut aussi dire qu'en Algérie, on a longtemps banalisé ces actes et aujourd'hui, on a eu un acte où les Algériens vont se mettre maintenant à réfléchir parce que si c'était un Algérien, et que peut-être que ce n'est pas un Algérien de Tizi Ouzou qui est venu jouer pour la JSK à Tizi Ouzou et qu'on le tue, ça peut amener une guerre, je ne peux pas dire une guerre tribale et tout ça, là, les gens se soulever. Donc il faut un peu voir profondément. Mais je dis, c'est une affaire de société aussi. C'est une affaire de société parce que l'Algérie, la jeunesse est trop frustrée en Algérie. Des jeunes, j'ai discuté avec un Ivoirien qui joue là-bas, il m'a dit, tu sais quoi, les jeunes vont au stade droguer, ils vont droguer, ils se droguent, parce que le taux de chômage est élevé, les jeunes non scolarisés, il y en a plein, et toutes les frustrations, les pauvres et tout ça là. Donc le pays, en principe, socialement, va mal. Et ça, la seule distraction où on peut aller et puis oublier un moment qu'on a des problèmes, c'est le sport. Et quel sport encore? Le football. Et là encore, si on y va et on est encore frustré une énième fois, on peut perdre les pédales étant drogué et tout ça là. Donc il revient aujourd'hui. C'est ce que l'Angleterre a fait. Il y avait ces situations en Angleterre. Avec les hooligans. Oui, tout le temps. Même aux Pays-Bas. Oui. Tout le même temps. En Italie. Même en Italie, même en France. Allemagne, partout il y avait. En Allemagne. Oui, mais l'Angleterre a donné la leçon aux gens, parce que si tu regardes aujourd'hui en Angleterre, il n'y a plus de barrières. Tout à fait. On a dit qu'on allait éduquer et on allait faire ce que je dis, cibler une certaine catégorie de personnes qui iront au stade. Ce n'est plus le gars qui n'est pas mentalement équilibré, qui ira au stade. C'est des personnes bien équilibrées qui comprennent pourquoi il faut aller au stade et qui comprennent que la violence n'est pas bonne au stade. C'est ça que l'Angleterre a fait. Voilà. Et aujourd'hui, je crois que les autorités ont tout vu. Oui. En Algérie comme au Cameroun, dans tous les pays, il faut essayer de mettre la sécurité dans le stade. Alors, très bien. Charles Mongue, vous êtes quand même, comment dirais-je, vous êtes un observateur très averti. La ville de Tizi Ouzou, les Camerounais connaissent très bien cette ville-là. Il me semble quand même que selon les informations que j'ai reçues et même quelques recherches que j'ai faites, la ville de Tizi Ouzou enchante bien le Cameroun puisqu'on s'est qualifié, je crois que c'était dans les années 80, dans une compétition de ce côté-là. Je ne vais pas te couper, oui. Mais il y a un excellent joueur qui est sorti de cette ville, oui. Lakhdar Belloumi. Tout à fait. La jeunesse électronique de Tizi Ouzou. Alors, voilà.
de Tizi Ouzou à l'époque. Alors, Ils étaient venus jouer ici à le stade de Tizi Ouzou est un vieux stade. Les informations que nous avons reçues font état de ce que il est vieux, il est vétuste parfois et que les supporters, les joueurs autant pour moi ne sont pas en sécurité. Les images d'ailleurs sur votre petit écran le démontrent à suffire. Alors on va peut-être rapidement rappeler les circonstances du décès du joueur. Il finit de jouer une rencontre, l'UMS, la JSK, son équipe jouait contre l'UMS d'Alger. Le match est terminé, ils ont été battus 2-1. Il a inscrit l'unique but de la partie, le deuxième de la saison, puisqu'il est meilleur buteur l'année dernière avec 17 réalisations. Cette année, il a commencé. Tout à fait, l'unique but de la JSK. Vers les vestiaires, selon les informations, un supporter lance d'abord un projectile. Le deuxième projectile aurait atteint, n'est-ce pas, le joueur au niveau de la nuque qui décède quelques minutes plus tard au CHU de Tizi Ouzou. J'ai des problèmes à prononcer ce nom. Tizi Ouzou. Charles, ça pose un problème de violence dans les stades. Ça veut dire que quelque part, les stades algériens ne sont peut-être pas mieux encadrés pour, n'est-ce pas, recevoir peut-être ce genre de rencontre, parce que c'était un derby carrément. Oui, ça pose le problème de la sécurité d'une manière générale, mais ça pose le problème des sociétés violentes que nous sommes en train de construire. De par le monde, nous construisons patiemment des sociétés très, très violentes. Parce que quand, en société, vous laissez prospérer l'injustice, vous laissez prospérer le sentiment que l'équité ne règne pas, vous cultivez, comme dans un laboratoire, la violence. Parce que les gens vont supporter pendant un bon moment et ils vont exploser. Et vous savez, quand je suis seul, j'ai du mal à exprimer ma colère, je recherche les foules. Dans la foule, j'ai du courage. J'ai plus de force. On vient donc en masse au stade et on peut faire le désordre en masse parce qu'on se dit individuellement, on ne sera pas reconnu. C'est pour ça que dans beaucoup de pays aujourd'hui, on utilise par exemple beaucoup de caméras pour que les gars sachent que si vous êtes là, vous êtes déjà filmé. Donc quand vous allez faire des violences, on va vous attraper au quartier et vous épingler. Je pense que moi, ce qui m'étonne un peu dans cette affaire-là depuis le début, je n'entends pas parler d'assurance. Il me semble que... En principe, il doit être assuré. Mais l'assureur, c'est lui qui doit diligenter l'enquête pour ne pas payer s'il y a faute du club. L'assureur, son principe, c'est quoi? Lui, je suis la probabilité de survenance ou pas d'un risque. Plus la probabilité est faible, plus il a tendance à vous assurer. Mais quand la probabilité est très forte, il se retire. Et donc, quand il y a un sinistre comme celui-là, il sait qu'il doit casquer. Il y a mort d'homme. Il doit casquer. Donc, il se dit, attention, messieurs, je ne casque que s'il est établi que la faute ne vient pas de vous, le club. Par exemple, si c'est ça, tel est le contrat. Donc, je voulais dire, parce que quand vous avez décrit les circonstances, je voulais dire qu'il faut qu'il y ait une solide enquête. Parce qu'il y a des voix dissonantes, discordantes. L'enquête aurait même déjà été lancée du côté de la jury. Logiquement. Tout à fait. Mais il y a certains de ses coéquipiers qui disent qu'il était déjà dans le tunnel et qui ne pouvaient plus être atteints par un projectile. Ça commence à éveiller le doute. Et même, il y a des gens qui ont estimé qu'il y a un groupe Le président du club a même fait une sortie qui est assez malheureuse sur le plan de la communication. Tout à fait. Il parle de l'arbitrage. Il dit que c'est l'arbitre qui est le seul responsable. Pour l'un responsable à ce niveau-là, c'est quand même pour la circonstance assez peu élégant et vraiment c'est pas sérieux en matière de communication. Ça me rappelle un peu une communication qu'on avait vécue lors du CAN quand les Togolais s'étaient fait canarder. Tout à fait. La première communication de la CAF avait été désastreuse de la même façon. Donc je dis, le club en question, il paraît qu'ils ont un groupe de hooligans, je ne sais pas, appelez-les comme ça, que le président financerait et qui serait là pour le protéger d'un autre groupe de hooligans qui remet en cause sa gestion. Et donc, il paraît que ce groupe-là, lui, il a accès au vestiaire. Et que le patron de ce groupe serait un repris de justice connu de tout le monde, etc. Et que c'est peut-être lui qui aurait... Vous voyez que je suis au conditionnel, de façon rigoureuse, parce que nous devons attendre la fin. Puisque ce n'est pas la version donnée par le club. Nous devons attendre la fin des enquêtes, parce que chaque fois que nous en parlons, et qu'un membre de sa famille ou un de ses proches est devant un écran, c'est comme s'il y a un couteau qu'on remue dans la plaie. Donc je dis, attendons sereinement, il me semble, le verdict de l'enquête, en espérant qu'elle ne va pas être truquée parce qu'il s'agit d'un étranger. C'est pour ça que je ne sais pas jusqu'à quel niveau l'ambassade du Cameroun ou le gouvernement camerounais peuvent s'impliquer pour que cette enquête soit diligentée dans les règles. Excuse-moi, ce qui est clair, c'est que ce garçon n'est pas tombé
sur la pelouse. C'est clair. C'est clair. C'est-à-dire qu'il n'a pas été atteint par un projectile. Je dois rappeler d'ailleurs que j'ai vu la vidéo. Oui. Il est entré bel et bien sans problème. Voilà, donc il est entré bel et bien. Et il y a des joueurs qui ont témoigné. Tout à fait. Parce qu'on suit l'affaire oui. dans tous les médias. Il a même son coéquipier, son défenseur. Algérie, tout à fait. C'est normal que les supporters entrent dans les vestiaires et vous disent, monsieur, vous avez mal joué, et qui vous menacent et tout ça. Alors, Serge Pensy, justement, je reste avec vous. Est-ce que vous comprenez la réaction, on va dire, ultra rapide, d'abord de la Fédération algérienne de football et même de la JSK, qui a commencé par peut-être, entre guillemets, solutionner le problème. 50 millions environ de francs CFA qu'on va allouer à la famille. Le reste, n'est-ce pas, de son contrat, le salaire sera reversé à la famille, la JSK et tout. Mais il paraît que cet empressement à vouloir peut-être, on va dire quoi, à vouloir apaiser, cache d'autres choses. Justement, Charles Monge Mouyemé l'évoquait tout à l'heure. Comment est-ce que, selon vous, l'enquête devrait-elle être menée? Charles Monge a parlé de l'assurance. C'est-à-dire que dans une société bien organisée, on devait attendre l'enquête et que l'assureur et tout ça là, si les faits ne sont pas révélés que c'est le club qui est fautif, que l'assureur comment ça couvre les charges. Mais maintenant, vous savez, c'est un problème de société aussi. Parce que en Algérie, c'est le monde arabe, tout ça là, ils n'ont jamais imaginé une seconde qu'une situation, bon, on peut être violent, mais on ne peut pas imaginer que on peut tuer, on peut arriver à avoir mort d'homme. Donc maintenant, ils sont devant une situation qui ne se sont jamais présentées. Parce que normalement, il faut se présenter des situations, tout cas de figure. Il faut se présenter les cas de figure pour avoir la sérénité d'agir face à des actions. Mais l'Algérie n'est pas à son premier forfait. Hein? Non, ce n'est pas. Il me semble quand ce n'est pas ça le problème. D'accord. Ils peuvent être à 1000 forfaits, mais ils n'ont jamais pris ça. Ils n'ont jamais seulement assis et réfléchi là-dessus. C'est ça le véritable problème. Donc ils sont devant une situation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi pour qu'on recommence, pour qu'on avance? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer et qui veut se battre et trouver des solutions. Alors, même une petite brindille de bois qui va voir sur l'eau, il va l'attraper. Donc, c'est exactement ce que le club est en train de faire, proposer de l'argent, parce qu'on pense que oui, en proposant de l'argent, la famille va se calmer. Ça ne paye pas la vie, hein. Bon, voilà. Donc, ils sont en train de s'embrouiller un peu. Oui. Donc, Charles, on dit foot et violent dans les stades de l'Algérie récidive. Ça veut dire quand même que l'Algérie n'est pas à son prime. On se rappelle des rencontres même à l'échelon international. L'équipe nationale algérienne contre la sélection burkinabé, il y a eu des incidents, il y a eu des graves incidents de ce côté-là. L'Algérie n'est pas à son premier forfait dans la violence dans les stades. Alors, est-ce que là, puisque là maintenant on va parler peut-être des solutions, pour vous, que peuvent être les sanctions suprêmes à administrer à la partie algérienne pour que ce genre d'actes ne se reproduisent plus sur un stade de football? Je ne sais pas si les sanctions doivent être administrées à la partie algérienne. C'est une affaire algéro-algérienne, donc peut-être à la partie du club qui est concerné, qui recevait son adversaire et aux organisateurs de ce spectacle qui se déroulait sur le stade. Il me semble que, bon, quand vous parlez de partie algérienne, c'est peut-être par rapport à la partie camerounaise qui devrait revendiquer que justice soit faite par rapport à ce décès-là, parce que c'est l'un des fils du Cameroun qui est tombé comme ça, et qu'il faut qu'il y ait justice. Justice soit faite, ça veut dire quoi? Qu'on trouve les coupables, que les coupables soient sanctionnés, et qu'il y ait réparation du préjudice causé. D'accord, les gens qui m'entendent vont dire, est-ce qu'on peut réparer la mort? Mais il y a des clauses qui sont prévues, parce que les humains s'asseyent et se disent que, bon, quand il survient tel préjudice, qu'est-ce qu'on peut réparer? Dans ce cas d'espèce, qui doit faire quoi? L'ambassade du Cameroun en Algérie, ça doit se passer comment? C'est le Cameroun qui en décide. Il y a toutes les structures dans nos ambassades. Il y a la police dans chaque ambassade. La police du Cameroun est représentée dans chaque ambassade. Les services de renseignement sont représentés dans chaque ambassade. Les diplomates y sont. Il y a un certain nombre de choses. C'est à eux, avec leur hiérarchie à Yaoundé, je suppose qu'ils prennent des consignes. Je ne sais pas si on a un ambassadeur résident. S'il n'est pas résident, celui qui est territorialement compétent, il prend les instructions à Yaoundé.
Et on monte un dossier. Normalement, les juristes camerounais doivent être en train de travailler maintenant pour savoir comment monter le dossier pour faire porter plainte contre le club algérien, contre l'État de l'Algérie, et qu'eux aussi se pouvoir. La CAF doit être impliquée parce que ça concerne 2 pays, 2 États dont la CAF va se trouver au milieu parce que c'est 2 de ces fédérations qui vont être impliquées. La CAF elle-même doit être en train de travailler dans ses services. Je rappelle juste rapidement que l'agent du joueur, il s'agit de Yene Bouhila, Loé Jean de Dieu, a donc dit qu'ils vont porter plainte contre X. Absolument, c'est un minimum. Ça, c'est l'agent du joueur, c'est-à-dire que ça, c'est la famille. C'est la famille. Ça, il faut que le Cameroun, lui, il porte plainte. Il faut que l'association des joueurs, le syndicat des joueurs où il était porte plainte et tout ça là. Donc, vous voyez que ça peut venir de beaucoup de canaux. Il y a plusieurs éventualités qui se présentent. Et maintenant, donc, les procédures vont suivre leur cours. Je vous ai dit également qu'il y a l'assureur qui est un personnage central dans cette affaire, parce que normalement, pour jouer à ce niveau-là, dans le football professionnel, il y a des assurances qui se jouent. L'organisateur du spectacle a une assurance qu'on appelle responsabilité civile, organisateur du spectacle. C'est-à-dire que si le fait que vous participez à ce spectacle-là, il vous arrive quelque chose, c'est de sa responsabilité, etc. Donc il y a un certain nombre de choses à faire. Alors maintenant, les réactions, oui, rapidement. Parce que l'Algérie, c'est un marché particulier pour les joueurs. Il faut savoir que quand tu arrives en Algérie, en tant que joueur, tu as peut-être 5 matchs. Dans les 5 matchs, tu n'es pas bon. Mais les hooligans, là, les supporters, là, ils demandent au président de résilier ton contrat et te renvoyer à la maison. Tout à fait. Donc c'est comme ça ça fonctionne. Ça veut dire que Bossé lui était déjà calé. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis en Algérie, qui sont rentrés après 3 ou 4 matchs parce qu'ils n'ont pas été bons. Exact. Et les supporters ont dit au président, écoute, ton type là, il faut que tu rentres avec lui. Mais je rappelle également qu'il y en a quelques-uns qui y sont. Par exemple, Samson Bingui qui évolue au MCA, Ernest Sombo qui a USMA. C'est qu'il est performant. Il n'y a pas de temps d'adaptation et tout ça. Donc, ils ne connaissent pas ça. Et bon, c'était très... Maintenant, alors, je voudrais qu'on parle un petit peu des réactions. La CAF a réagi, le Cameroun a réagi, double réaction. Monsieur Tiroma Bakary, je rappelle que Issa Tiroma Bakary, sans doute qui nous regarde en ce moment à Garoua, est en vacances. Il a réagi par rapport à cette situation. Le président du comité de normalisation a réagi en anglais. Tenez-vous tranquille, je vous en prie. Et la partie algérienne a réagi. Ça doit surprendre. Le Cameroun est... Bon, ça ne me surprend pas. Je voudrais juste apporter la précision. Alors, il y a eu des réactions de part et d'autre, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est suffisant? Est-ce que ce n'est pas des réactions... Bon, parce que l'acte est là, oui, on réagit, mais au fond... Mais c'est une réaction, c'est la routine. C'est-à-dire, quand il y a un acte comme ça, on réagit d'abord, on condamne. Tout à fait. Donc, on condamne maintenant. Dans les autres canaux, maintenant, on va essayer de poser les vrais problèmes. Comment ça s'est passé, essayer de mener des enquêtes et accuser qui doit être accusé. Donc, la réaction est normale, que tout le monde condamne. Même toi, tu as condamné. Il y a une évaluation de préjudice. J'ai lu tes posts sur Facebook, tu as condamné comme tout le monde. Comme tout le monde. Il y a une évaluation de préjudice qui doit être faite. Ce joueur-là, il représentait quelque chose pour sa famille. Tout à fait. Absolument. Quand il décède, qu'est-ce que sa famille paie? Voilà, exactement, c'est ça. Toute cette évaluation, les avocats vont la faire. Et il a présenté... les présenter dans le dossier. Oui, mais comment donc comprendre justement que la partie Alger... Bon, la JSK a déjà dit vouloir donner une somme pratiquement... C'est pas un problème, c'est un premier jet. S'ils peuvent donner ce premier jet, on peut décider de déduire ça à la fin de l'opération. Écoute, ils peuvent donner ce premier jet, mais ça n'interdit pas, ça n'exclut pas... La procédure. La procédure normale. Très bien. Voilà. Alors maintenant, on va sortir définitivement peut-être de cette question, Charles Mongue Mouye, mais très sincèrement, pour vous, ou alors selon vous, que peuvent être les sanctions, je le répète encore, que l'Algérie, n'est-ce pas, peut encourir? Est-ce qu'on peut arriver, par exemple, à suspendre de manière définitive le championnat algérien, le club? Selon vous, ça pourrait se passer comment, l'issue, la fin? Dans ce type de choses, il y a des sanctions sportives, et puis il y a les sanctions administratives et financières, etc. La sanction sportive, elle est à la hauteur de ce qui est arrivé. Il est arrivé quelque chose dans un match qui concerne un championnat. Je pense que ceux qui ont la charge de statuer dessus vont regarder l'histoire de ce championnat. Qu'est-ce que ce championnat a déjà produit comme événement de ce type? Parce que ça entre dans le décompte. Si habituellement, votre championnat, vous êtes multirécidiviste de ce type d'acte, c'est des circonstances aggravantes.
Maintenant, si c'est un événement fortuit qui est arrivé malheureusement, parce que là où il y a des groupes humains, on ne peut pas toujours tout contrôler. On va maintenant voir est-ce que toutes les conditions de sécurité étaient réunies. Qui a fauté? Qui est responsable? Parce qu'il faut qu'on s'habitue à ça. On a l'habitude de le dire souvent quand nous intervenons dans les médias. Les gens pensent que si on veut faire une vraie société, il faut qu'on accepte de savoir que pour chaque acte posé qui est négatif, il y a un coupable, il y a des responsables parfois. Chacun doit assumer. C'est ça le vrai problème. Donc quand tout cela est déterminé au niveau de la commission qui va enquêter sur le plan de la fédération sportive, la CAF même va certainement appuyer, mais elle va appuyer de l'extérieur un peu pour qu'elle dise aux deux fédérations, messieurs Algérie et Cameroun, vous êtes mes deux fédérations, nous sommes dans le cadre du football, je ne veux pas qu'on se batte. Réglons ce problème à l'amiable pour que les plaintes n'aient pas au-delà de notre milieu du football. Très bien. Donc je crois que ça peut être des sanctions de ce stade-là, qui lui, je pense, sera forcément suspendu. Ça peut être des matchs à huis clos pendant une certaine durée pour ce club-là. Ça peut être des sanctions même pour les responsables du club qui n'auraient pas pris ou qui auraient eu des déclarations malheureuses. Ça peut être maintenant la sanction financière. On rappelle juste que déjà l'Algérie a commencé par prendre les devants. Hein. Le championnat, la Fédération algérienne de football a suspendu la 3e journée a suspendu donc le championnat algérien, le championnat professionnel et même le championnat amateur jusqu'à nouvel ordre ou alors à une date ultérieure. Serge Pensi, en une minute très rapidement, on va passer à une autre question pour vous. Mais il faut penser, il faut réfléchir maintenant. Comment va-t-on faire pour que pour qu'on n'ait plus des actes comme ça, pour que ça ne se répète pas. Et l'une des solutions, c'est le stade, là où on fait le spectacle. Qu'est-ce qu'on va faire au stade? Oui, la sécurité, pas des caméras, pas des places assises. C'est ce qu'on a fait en Angleterre. On a dit en Angleterre, vous ne pouvez pas participer à un championnat professionnel si vous n'avez pas un stade avec place assise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu viens, Michel Ateba, acheter un ticket de stade, tu achètes le ticket avec ton billet, ta carte d'identité. À partir du moment où tu achètes, c'est informatisé, c'est gardé, c'est collecté quelque part. Très bien. Donc, quand il y a un problème, dans la zone où tu es assis et tout ça, là, on localise les numéros et on dit que non. Le numéro 35, dans la tribune, dans le bloc B, la tribune A, c'était Michel Ateba. Et voilà comment on a résolu le problème. Tous les clubs se sont mis là, dans cette voie, et chacun savait que, attention, quand je vais au stade, là, je suis contrôlé, mon nom est là-bas, et si j'ai intérêt à m'asseoir à ma place. Voilà. Très bien. Merci. Alors, on va, pour peut-être boucler rapidement, la dépouille mortuaire du joueur n'est pas encore au Cameroun. Les informations font état de ce que ça ne saurait tarder d'ici à là. La famille va donc recevoir leur corps, ou alors le corps du jeune joueur qui est décédé du côté de l'Algérie. Rappelons que Dominique Albert Ebosé avait donc inscrit 17 buts la saison dernière. Il était le meilleur buteur de ce championnat. Malheureusement, il n'avait jamais été convoqué par le sélectionneur ou alors les différents sélectionneurs de l'équipe nationale Fagnon, mais il avait quand même été avec les juniors entre 2008 et 2009. Il a fait plusieurs équipes au Cameroun, Coton Sport de Garoua, Unisport, je crois, de Bafan. Et bon, il a fait plusieurs clubs au Cameroun en 30 secondes. Ce qui est curieux, c'est que ses coéquipiers ou les Algériens qui jouent le même championnat que lui étaient en Coupe du Monde et ont réalisé une très bonne Coupe du Monde. Très bien. Voilà. Ne terminons pas cette évocation sans appeler le Seigneur à donner beaucoup de courage à sa famille. Parce que c'est une épreuve, très douloureuse. Très douloureuse. Beaucoup de courage pour ne pas déraper. Dans ce genre de circonstances, il faut leur dire que c'est la vie qui est ainsi faite, malheureusement. C'est une famille de footballeurs, parce que je connais sa cousine directe qui a des enfants qui sont d'excellents footballeurs. Donc, je crois que dans la famille, on a ça quelque part. Toutes nos condoléances à la famille si durement éprouvée. On va à présent parler des Lions indomptables du Cameroun avec le coup du sélectionneur Volker Finke qui a donc convoqué
25 joueurs plus 5 réservistes la semaine dernière, c'était plus précisément, pour être plus précis, vendredi. Et au même coup, l'entraîneur a donc, j'ai failli dire, le ministère des Sports a procédé à la nomination de quelques techniciens camerounais, Bonaventure Djonké par l'exemple de Bilinga, et bien d'autres ont été donc promus au poste d'entraîneur ou alors de sélectionneur adjoint à M. Folka Finke, et pas plus tard qu'il y a de cela 24 heures. Le même ministre a donc commis un acte qui nomme les futurs capitaines de l'équipe nationale du Cameroun, Stéphane Bia Etoudi, Eric Maxime Choupo-Moting et Vincent Obakar ont été promus respectivement capitaine et vice-capitaine de cette sélection. Mais on vous propose de regarder cet élément qui revient sur les convoqués de M. Folka Finke. Pas moins de 11 nouveaux joueurs sont sur la liste officielle et celle d'attente. Dans presque tous les compartiments, le sélectionneur national a insufflé du sang neuf. Chez les gardiens de but, Pierre-Sylvain Aboro, le jeune gardien de la sélection nationale des cadets, et le gardien titulaire et capitaine des juniors, Joseph Fabrice Ondoa, font leur entrée. Loïc Fouedjou, le gardien titulaire de Coton Sport de Garoua, a été ignoré par le sélectionneur national. En défense, Jérôme Guillota de FC Valenciennes frappe aussi pour la première fois. Au milieu de terrain, Guy Zok de Cosmos de Bafia, Kibon Abamba de Konya Sport en Turquie sont les heureux élus. Dans le compartiment d'attaque, Jay Clinton et Franck Etoudi, respectivement, sociétaires de l'Olympique lyonnais et le FC Zurich, apporteront sans doute leur colossité et vélocité. Franck, comme de l'Étoile du Sahel en Tunisie, Mongang Mbazogo de Lyon blessé de Futuni Ligue 2 au Cameroun, Bana Moussa de Coton Sport de Garoua, Tabekou d'APGS de Mfoué et Brice Nlaté de l'Olympique de Marseille sont tous nouveaux mais placés sur la liste des réservistes. Volker Finke a ignoré plusieurs ténors. Parmi ceux-ci, Samuel Etofis, Aurélien Chediou Fongang, Jean de Makoun et Achille Webo Kwamo. L'équipe entre en stage le 1er septembre au centre technique de l'excellence CAF de Mbankomo à Yaoundé. Elle affronte les 6 et 10 du même mois pour le compte de la première journée d'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, la RDC à Lubumbashi et la Côte d'Ivoire à Yaoundé. Voilà les 25 du sélectionneur national. Alors, monsieur, première réaction en Serge Pensy, je commence par vous. C'est un nouveau départ sensiblement, c'est ça? Non, je ne pense pas que ce soit un nouveau départ. Parce qu'on ne nous a pas dit que c'est un nouveau départ, on a sélectionné des joueurs. On peut faire l'analyse. Tous les joueurs camerounais qui jouent au haut niveau, je parle de la première, deuxième division ici, et puis à l'étranger, dans les divisions d'élite, sont sélectionnables. Donc à partir de ce moment, quand on sélectionne, on ne peut pas parler de refondation. Nous, on n'a pas dit que c'est la refondation, on continue. La refondation, moi j'aurais attendu peut-être que la refondation, le coach qui était le capitaine du bateau et tout ça là, qui partent d'abord. Qu'on nous dise, ok, aujourd'hui, notre objectif c'est plus d'aller gagner une Coupe d'Afrique parce qu'on n'a pas la qualité, on n'a pas la matière pour gagner une Coupe d'Afrique. On veut reconstruire notre football. Donc on va prendre des locaux ici, avec eux on va travailler, on va un peu renforcer. Voilà ce qu'on pouvait appeler refondation. Mais bon, là, on a sélectionné des joueurs, le coach est là, on a enlevé un coach, on a remplacé par 2 autres coachs camerounais qui ne sont même pas sur la même onde que le coach actuel. C'est vous qui le dites, hein? Non, parce que vous savez qu'il y a eu des différends entre les coachs. Ils ne les ont pas considérés au Brésil, ils n'étaient nommés par le président du comité de nomination, ils n'ont pas été considérés au Brésil. D'ailleurs, Bilinga a réagi à Yaoundé quand il a vu Folka Finke. Donc tout ça là, et en plus de ça, le communiqué du ministre Folka Finke est assistant numéro 1, Tanko Ibrahim. Et les autres vont faire quoi? Ils vont porter... Ils sont assistants, monsieur. Oui, mais non, attends, ils vont porter les plots, ils vont porter les bouteilles d'eau et tout ça, donner les bouteilles d'eau aux joueurs. Non, soyons sérieux. Et c'est ça le véritable problème, parce que chez nous, ce ne sont pas des gens, des professionnels qui décident de la chose. Ce sont des politiciens qui décident avec des relations qu'on a avec un tel ou un autre. Donc, moi, je pense personnellement qu'on est en train on recommence la même cacophonie et n'attendons pas grand-chose. Voilà, Charles Monge-Mouyé, mais décidément, peut-être que selon Serge Pensy, on a maille à partir avec la politique, sport politique.
vous avez la même analyse parce que là, Serge estime que ce n'est pas un nouveau départ. On a fait la permutation et tout, la liste, les nominations, les encadreurs, les capitaines. Est-ce que tout ceci, pour vous, c'est pas... est-ce que c'est vraiment pas un nouveau départ après, n'est-ce pas, le fiasco du Brésil? On se rend quand même compte que là, il y a quand même des signes qui démontrent que peut-être que c'est un nouveau Steady Dugo. Non, je ne pense pas que ce soit un nouveau départ en tant que tel. Allez-y. Oui. Voilà, on va y revenir dans quelques instants. Hein. On a quelques petits... on va y revenir dans quelques instants. Juste pour rappeler que le sélectionneur a donc rendu la liste des 25 plus 5 réservistes. Et là, on se rend compte qu'il y a pratiquement 10 à 11 joueurs qui frappent pour la première fois aux portes de la sélection nationale Fagnon du Cameroun. C'est vrai qu'il y a également, on va dire quoi, certains joueurs qui reviennent et au niveau, par exemple, du compartiment des gardiens de but, on a pratiquement tout rasé. Deux nouveaux gardiens, le jeune du TKC à Bogo, le jeune Fabrice Ondoa du FC Barcelone qui est gardien de but et Guy Roland Ndiassebe qui revient donc. Alors c'est donc quelques peut-être changements comme ça, le temps peut-être de revenir à vous, Serge Pensy, je crois que là c'est possible avec vous. On continue à analyser, n'est-ce pas, les mutations profondes, parce que moi je vois qu'il y a un autre point. Oui. Les capitaines, le capitanat, un ministre qui nomme les capitaines. Ça a toujours été comme ça au Cameroun, oui, non? Mais non, attendez, il y a des capitaines que les ministres n'ont pas nommés, et ça a bien marché. Quand le roi nomme Tato Stéphane, ce n'est pas le ministre je crois que ce n'est pas le ministre qui a nommé Tato Stéphane, je ne me trompe pas. Donc, disons qu'à chaque fois il intérim, mais voilà, donc, fois ça venait de l'entraîneur. Oui, mais quand on prend aujourd'hui, c'est Nkoulou qui était l'adjoint de Samuel Eto'o à l'équipe nationale, avec Inoyon. Oui. Maintenant, le ministre prend sur lui de nommer Stéphane Biya, de nommer Abaka Vincent, et de nommer Choupo-Moting. Stéphane Biya, sans vous couper, qui au lendemain de la Coupe du Monde a dit que l'entraîneur Volker Fink devait rester. Ça, c'est un avis. Ça, moi, je rentre pas dans... Peut-être que c'est une récompense. Non, je te laisse la responsabilité Non, je pose la question. Non, pas une récompense. Non. La récompense, c'est sur le terrain. C'est ça que moi, je connais le football, c'est la performance. D'accord. Et soit les déclarations, vous pouvez déclarer que l'entraîneur est beau, ou il est laid. Et qu'il devrait rester en principe. Ouais, le faire partie serait un gâchis. C'est pas lui qui décide. Bon, maintenant, nommer Stéphane Biya comme capitaine devant Koulou. Attention, quand même, Koulou a été vice-capitaine normalement. Et il devrait, si Samuel Eto'o n'est plus là, c'est lui qui devrait prendre le brassard et être le capitaine de cette équipe nationale. Oui, Charles Mongo. Qu'est-ce qu'on veut maintenant jouer dans la tête d'un Koulou qui, lui, normalement, est le capitaine de cette équipe? C'est-à-dire qu'on lui fait le coup d'État. Non, on l'a sanctionné. Oui. Il est sanctionné. Peut-être que le rapport... Est-ce que Koulou peut vraiment s'identifier avec ce groupe-là? Parce que là, il est sanctionné ou c'est un coup d'État. Alors, Charles Mongo, oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que Volker Fink, dans une de ses interviews, a dit que dans son pays, l'Allemagne, il est resté en Coupe du Monde parce que dans son pays, on fait le bilan d'une Coupe du Monde, on regarde les évolutions, etc. Et puis on prend des décisions, etc. Il arrive au Cameroun, on le reconduit. Je ne sais pas s'il s'est demandé si on a fait le bilan au Cameroun. C'est-à-dire que c'est bien pour son pays, mais ce n'est pas bien pour le Cameroun. Mais on peut quand même faire un nouveau départ sans les bilans qu'on fait dans son pays. Je trouve que ce n'est pas très, très honnête de s'exprimer comme ça. J'ai l'impression qu'on considère encore le Cameroun, l'Afrique, comme un territoire où tout est tropicalisé. Donc, ce qui se passe normalement ailleurs, on peut l'édulcorer chez nous, faire à peu près, et c'est l'Afrique, ça marchera toujours. Je crois qu'il faut qu'on sorte de là. Les nouveaux départs au Cameroun, on n'en connaît pas centaines. À chacune des compétitions au Cameroun, il y a un nouveau départ. Mais là, quel est le nouveau départ? Qu'est-ce qui est arrivé au bout? Une génération? Quoi? Laquelle génération est vieillissante au Cameroun? On dit paresseusement. Les gens répètent l'équipe du Cameroun est vieillissante, elle est vieille et tout ça. Personne ne prend sur lui de dérouler la liste des 23 et de regarder les âges et de calculer la moyenne d'âge. C'est tellement simple à faire. Les gens vont me dire que Moukanjo est un vieux joueur, Sali Edgar est un vieux joueur, Alain Ansan est un vieux joueur, Abaka Vincent est un vieux joueur, Feudju Loïc est un vieux joueur. Puisqu'on en parle, c'est quoi la moyenne d'âge précédente?
La moyenne d'âge était de 26 ans. Je l'ai calculé. Et j'ai fait une analyse que j'avais publiée. Aucune équipe n'a gagné la Coupe du Monde avec moins de 26 ans et demi d'âge de moyenne. Les juniors ne gagnent pas cette compétition. Elle est très relevée. On peut en injecter 1 ou 2 ou 3. Mais il y a toujours... Vous savez, jusqu'à quand Mataus a joué, lui, il connaît bien l'Allemagne. Les Roubesch, les Klinsmann même, etc. Tant que vous êtes utile pour l'équipe, ces gens-là savent que cette équipe première, c'est pour les titres. Chez nous, on est en train de prendre des gens, des centres de formation. Quand on prend ces jeunes, très jeunes, c'est souvent des pépites. C'est-à-dire qu'un jeune qui est tellement brillant que même dans son club, on l'a déjà surclassé. Vous venez chez nous, vous prenez des jeunes qui, même dans leur club, ne sont pas forcément surclassés. Voilà. Certains sont dans les juniors, ils ont fait un match contre l'Afrique du Sud, ils ne sont pas sûrs de se qualifier. Vous les surclassez. Vous prenez des entraîneurs. Vous dites que vous voulez reconstruire le football camerounais. Les connaisseurs du foot vous disent qu'on reconstruit par la base. Et vous démembrez la base. En prenant les entraîneurs de cette base-là pour aller les faire devenir de sorte de faire valoir dans l'équipe A. Parce qu'en réalité, comment vont-ils travailler? Moi, j'ai vu John Kep Bonaventure hier dans une interview. Il avait du mal à prononcer le nom de Foka Fikou, alors qu'il a dit que c'est son chef. Ils ne se sont pas salués récemment avec Belinga. Vous voulez qu'il travaille comment? Alioum Boukar, qui vous dit qu'il a les dernières méthodes d'entraînement de gardien? Si on me dit, comme je l'ai lu partout, qu'il était... Ce n'est pas une insulte de se reconvertir à un autre métier. Tout à fait. Maintenant, pour qu'il revienne directement dans les gardiens de but, est-ce qu'il va bouquiner là maintenant? Parce qu'il va prendre Diasembe. Diasembe est au fait des nouvelles méthodes. Il va s'ennuyer aux entraînements. Le gars de Bassa, il risque de s'ennuyer aux entraînements. Vous allez voir que ça va créer des situations compliquées. Je prends le staff médical. Il y avait un staff médical qui nous a causé beaucoup de soucis au Brésil. On a mis un médecin en place, soit quand on a dit match. L'ordre des médecins a été consulté. Je pense que quand vous êtes venu normaliser, la normalisation veut dire que quand vous voulez des médecins de sport, vous vous adressez à l'ordre national des médecins. Exactement. On vous donne la liste des médecins de sport. L'ordre des médecins ne le connaît pas, par exemple. On vous donne l'ordre. Non, mais l'information sur le plateau. Non, ça, je ne sais pas. Moi, je dis simplement la démarche. Je vous conseille cet argumentaire. Oui, mais attends, j'ai entendu des médecins de sport au Cameroun dire que non, d'accord. Alors, Serge Pensy, moi, je voudrais vous interroger sur cette autre question. Est-ce que vous comprenez qu'un entraîneur, par exemple, adjoint junior, qui n'a pas encore terminé avec les juniors, qu'il soit une fois nommé ou alors promu chez les seniors, tout comme l'entraîneur des A'? Oui, mais c'est un problème de communication. C'est-à-dire que celui même qui le nomme ne sait même pas là où l'entraîneur est. Il le nomme sans savoir. C'est lui qui a nommé l'entraîneur. Mais tu ne peux pas prendre un entraîneur qui est actuellement en compétition avec les juniors. Il est en compétition avec les juniors. Dernier tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique, tu le prends, tu le nommes chez les seniors. Ça veut dire que lui, il n'aura plus la tête dans son équipe junior. Il va quitter. Et même l'entraîneur des juniors, même vous savez, le coach Suleiman, quel problème il a de comportement et tout ça. Sauf que là, on parle de son adjoint. Non, mais oui, mais quand on enlève aussi son adjoint qui apporte un plus à l'équipe nationale junior, ça veut dire qu'on tue complètement cette équipe et qu'on ne compte même plus. Il peut travailler chez les juniors et chez les seniors, non, M. Pensy? Non, ça va sérieux. Il peut cumuler, non? Oui, mais ça va sérieux. Comme c'est le cas avec tous les autres. Non, le problème de cumul, il faut se concentrer sur un domaine bien précis. Il est entraîneur des A. Tu ne peux pas être entraîneur des cadets, juniors, seniors, et en même temps être entraîneur dans une équipe. C'est le cas en ce moment. Oui, on est dans un contexte justement où les gens qui ont été à l'AG de l'Afrique, on va en parler tout à l'heure certainement, vous disent que c'est fini le cumul des postes à la fédération. Et là, on l'instaure à l'équipe nationale. Donc, ça risque d'être peut-être non, ça va être très difficile. Oui. Et puis, moi, j'étais peut-être pour une autre constellation. Les entraîneurs qu'on a plus aujourd'hui, ce sont des entraîneurs qui sont loin du haut niveau du football. Il y a la dernière génération glorieuse des lions notables. Parmi eux, il y a certains qui ont le diplôme d'entraîneur, qui sont comme Tanko, dans le même âge que Tanko, qui peuvent venir là, travailler avec Finke, déjà à l'équipe nationale, parce que ça crée aussi quelque chose. Il faut gérer le vestiaire. Tanko, il n'est pas camerounais. Foka Finke n'est pas camerounais. John Kep et Belinga, les joueurs qui viennent de là-haut, ils vont leur dire quoi? Ils ont déjà des problèmes. Tous les entraîneurs ici au Cameroun, je ne veux pas les insulter, mais ils ont des problèmes alimentaires, des problèmes financiers. Les joueurs qui viennent là, ils ont des techniques
se comporter, de traiter avec ses entraîneurs, en dans les petits cadeaux et tout ça là. Donc ça amène déjà l'entraîneur à avoir une certaine retenue quand il faut critiquer le joueur et tout ça là. Donc moi je pensais qu'on allait mettre peut-être un garçon comme Njitap à côté, parce que il est là, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, et qu'il représente quand même une grande figure au Cameroun. Même si tu joues à Manchester, quand tu reviens, tu sais quand même que Njitap était à Chelsea, et qu'il a quand même gagné les Champions League et tout ça là. Tu peux pas quand même avoir un comportement. Vous savez, ça n'arrive pas que chez nous. Je me rappelle que Roy Keane, en pleine préparation d'une Coupe du Monde, s'était exaspéré au cours des entraînements. Il a arrêté une séance. Il a dit, mais on est en train de préparer quoi là? Il était au plus fort de sa carrière à Manchester United. Il avait un niveau d'entraînement là-bas qu'il ne retrouvait pas l'équipe nationale. Voilà. Il s'est arrêté, il a demandé au sélectionneur, on est en train de préparer quelle compétition, on l'a sanctionné et tout ça. Mais il a dit, mais je fais des entraînements, mais je ne sens pas que je m'entraîne, alors que je sais que c'est le très haut niveau qui est à la Coupe du Monde. J'ai l'impression qu'on est en train de s'amuser. Cette anecdote, c'est pour dire que, sincèrement, quand on désigne un staff, où le sélectionneur vous avoue dans toutes ses interviews que tous les autres, en dehors de Tanko, on le lui a imposé. Il dit, je connais M. Belinga. On a travaillé dernièrement avec, on va travailler. L'entraîneur de gardien, je ne le connais pas, je ne l'ai pas encore vu, mais je suppose qu'il est entraîneur de gardien, on va travailler. En 2014, vous dites que vous voulez redémarrer le foot du Cameroun et vous composez encore des staffs de ce type-là, où le médecin va arriver de son coin. L'entraîneur de gardien arrive là-bas. Et ils vont se retrouver. Ok, bonjour, c'est vous le médecin? Oui, ah d'accord, ok. Donc, quelle est votre spécialité? Non, je suis machin. Vous pensez que le courant va passer dans un tel staff? Moi, j'ai des doutes là-dessus. D'accord. Je ne conteste pas que le ministre fasse ce qu'il a fait si les textes lui permettent, mais je dis qu'on ne peut pas dire qu'on relance, qu'on redémarre et on retombe dans les mêmes travers qui nous ont posé les problèmes. Moi, c'est inquiétant. Très bien. Alors, on va rapidement sortir. On dit donc quoi? La liste, la nomination des entraîneurs, le capitanat, tout ceci à quelques semaines seulement de la rencontre Cameroun, ou alors RDC Cameroun et Cameroun Côte d'Ivoire. Tout ça, ce n'est pas de nature à conforter, à consolider les énergies camerounaises, les énergies de l'équipe nationale. Est-ce que tous ces changements, ce n'est pas pour justement faire face, n'est-ce pas, au futur? Il y a un futur qui, n'est-ce pas, s'annonce peut-être beaucoup plus, on va dire, radieux par rapport à ce que nous avons vécu à la Coupe du Monde. Mais chacun peut se tromper. Vous pouvez avoir de bonnes idées, mais vous vous trompez dans les décisions que vous prenez pour atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, on n'a pas, je te rappelle, on n'a pas fixé nos objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est ça le véritable problème. On veut faire quoi? On est dans la refondation, on veut lancer une nouvelle génération qui va aller apprendre, ou on est là, on se présente comme un géant africain qui va... Mais Fink dit ça dans son interview, il s'est fixé, lui, des objectifs. Il dit qu'il est en train de marquer une rupture, parce que lui, il prépare la qualification pour la Coupe du Monde 2018. 2018, la rupture... Mais déjà, là, pour qu'il prépare la qualification de la Coupe du Monde 2018, voilà ce que l'État aurait dû faire. C'est-à-dire qu'on aurait dit à Fink que tu as un contrat jusqu'en 2018. C'est le cas, il a un contrat jusqu'en 2015. Non, 2015. 2015. Oui, mais on doit d'abord lui donner le contrat jusqu'à cette date. Parce que je te mets au défi. Il y a déjà une date 2015 je te mets au défi, Michel. Pourquoi pas terminer Je te mets au défi, Michel. Si on est mal qualifié pour la Coupe d'Afrique, et qu'on arrive en Coupe d'Afrique, on ne passe pas bien la Coupe d'Afrique. Il a un contrat qu'en 2015, si je ne me trompe pas bien. Tout à fait. Juin 2015. Mai 2015. Voilà, donc il peut, après la Coupe d'Afrique en janvier, février, il y a 3 ou 4 mois après, il peut voilà, alors on va sortir. Donc, voilà, ce qui est embêtant aussi dans ça. cette liste, c'est qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'on cherche. On ne voit pas la logique qui sous-tend la composition de cette liste. Vous avez dit tout à l'heure en parlant qu'on a balayé les 3 gardiens. Ça, c'est difficilement explicable parce que Fedjou n'a pas joué. Oui. Je ne comprends pas pourquoi on l'a sanctionné. Sami Diop n'a pas joué. Il y a un seul gardien qui a joué. Et les 2 autres sont balayés 2 semaines après. Quand est-ce qu'on a supervisé Ndiasse? Mais pendant les vacances, pour se rendre compte qu'il est devenu bon. On ne peut pas l'expliquer. Il joue même pas en club. On nous dit on veut instaurer la discipline.
N'est-ce pas? On a dit qu'on veut instaurer la discipline. Dongo a déjà refusé 2 appels à l'équipe nationale. C'est ça la discipline qu'on veut instaurer? Dongo est discipliné quand il refuse 2 appels en disant que pour des convenances personnelles, il ne vient pas. Mais on l'appelle maintenant. C'est pour ça que vous le vouliez ou non, vous allez voir en filigrane qu'il y a une sorte de règlement de compte. Tous ceux qui sont contre un certain joueur sont dans les bonnes grâces pour figurer dans cette liste. Olinga, pourquoi n'est-il pas appelé? Tout le monde n'a pas demandé qu'on fasse entrer Olinga pendant la Coupe du Monde. Là, il n'y est plus. Et donc, vous comprenez que c'est difficile de ne pas avoir des sous-entendus, surtout quand le sélectionneur bredouille ses explications. Alors, on va sortir très rapidement. Charles, je vous propose de réagir au sujet du changement du capitaine à l'équipe nationale du Cameroun. On a déjà de nouveaux capitaines. Les précédents ont été mis de côté. Comment est-ce que vous avez accueilli très rapidement cette information de la nomination de M. Stéphane Biya comme nouveau capitaine de la sélection? Je l'ai accueilli comme des gens qui sont encore en train de planter les raisins de la discorde au sein de l'équipe. Pas parce qu'on ne doit pas changer de capitaine. Chaque sélectionneur peut prendre un capitaine. Il peut même décider que c'est un capitaine par match. Deschamps l'a fait au début. Oui. Au début, il était incertain. Il mettait un capitaine par match. Oui. Ça n'embête personne. Hein. L'essentiel, c'est que vous expliquiez. J'ai l'impression qu'au Cameroun, il y a d'abord un premier déficit. Il faut qu'on explique aux Camerounais ce que c'est qu'un capitaine d'équipe. J'ai l'impression qu'on ne le sait pas assez. Les gens pensent que le capitaine, c'est un poste dans l'organigramme de l'équipe nationale. C'est le cas au Cameroun, puisque mais non, c'est un relais, c'est une sorte d'interface entre l'entraîneur et le staff technique et ses coéquipiers. Je suis d'accord avec vous, mais sauf qu'au Cameroun, lorsqu'il est nommé, on peut dire que c'est un poste. Oui, mais je dis que c'est un poste qui n'a aucun contenu. Tout à fait. Il n'a aucun contenu. Ouais. Donc, je veux dire qu'il faut qu'on explique ça parce que j'entends tellement de choses. Depuis le capitanat de tel, on n'a rien gagné. Pendant le capitanat de tel autre, on a gagné. Vémagnon était capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. On n'a rien gagné, donc c'était un mauvais capitaine. Pas du tout. Vous voyez les déductions faciles qu'on fait. Donc, je dis, il faut qu'on explique très bien ce que c'est. Quand on a expliqué ce que c'est, il faut qu'on explique psychologiquement pourquoi Nkulu et nos ayants ont été appelés, mais n'ont pas été promus. Je remarque simplement, et je dis, c'est des choses que je n'aime pas souvent faire, mais les faits m'obligent à le faire. Quand je regarde la configuration du staff technique, j'ai vu Aliou Mbouka, Bellinga, Djonkep. Je vais chez les capitaines, je vois Aboubakar, Vincent, Choupo-Moting et Biya. Quand je regarde cet équilibre-là, je vois quelque chose en dessous qui m'inquiète. On est en train de repolitiser à outrance le football. C'est ça qui nous embête un peu. Mais sincèrement, qu'on dise à Eto'o qu'on ne le convoque pas. Moi, j'ai toujours pensé d'ailleurs qu'au lieu de brailler qu'il ne faut plus que Eto'o joue, que le sélectionneur ne le convoque pas. C'est un footballeur, il ne viendra pas quand il n'est pas convoqué. Et ça, là maintenant, on ne l'a pas convoqué, il ne viendra pas, vous verrez. Mais je suis inquiet parce que des gens comme Matip étaient déjà relativement incertains. Je ne suis pas loin de penser qu'on aura quelques blessures diplomatiques, quelques retenues dans les clubs pour le match qui arrive. En attendant, on verra bien si cela sera le cas, si ça va être le cas. On rappelle donc que les Lions affrontent, ou alors les Lions seront reçus par la RDC le 6 septembre prochain pour la première journée des éliminatoires de la Coupe. La semaine prochaine de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 du côté du Maroc. La liste camerounaise est donc déjà là. 4 jours plus tard. Le capitaine n'a pas encore de match dans les jambes. Tout à fait. 4 jours plus tard, les Lions vont donc affronter la Côte d'Ivoire à Yaoundé. Et je rappelle également que les médias qui souhaiteraient couvrir cette rencontre peuvent déjà s'accréditer au niveau de la Fédération camerounaise de football. Très rapidement, l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football s'est tenue le week-end dernier. On va aller en image dans quelques instants pour vous montrer quand même ce qui s'est passé de ce côté à Yaoundé. Ils étaient pratiquement 102, 103 membres attendus, mais 93 ont répondu présents à cette grande assemblée générale extraordinaire qui marquait, selon certains, un nouveau départ au niveau de la Fédération camerounaise de football. Là, c'est la séance donc c'est la conférence de presse qu'a organisée juste après l'assemblée générale. Le professeur Joseph Orona, qui est le président du comité national de normalisation, prenait part à cette assemblée, les émissaires de la FIFA, Primo Corvaro et M.
à Bega, sans oublier également les autres invités, mais beaucoup plus, l'attention était focalisée sur les, on va dire, les membres de cette Assemblée générale qui, au sorti, ont donc tous déclaré que les choses se sont bien déroulées. Les textes ont été adoptés, pas peut-être de manière unanime, mais tous conviennent que les débats ont été houleux et que finalement, ils ont réussi donc à adopter les projets qui étaient donc mis à leur disposition. Et juste à la fin de cette Assemblée générale extraordinaire, nos reporters de Yaoundé ont recueilli les propos ou alors la réaction de l'émissaire de la FIFA, Primo Corvaro, au micro de nos correspondants à Yaoundé. On a regardé les délégués de 2010 et les délégués de 2013. Il n'y a pas beaucoup de différence entre nous, soit dit. De toute façon, vous aviez toujours 10 délégués par région. Non, 9, excusez-moi. Donc, et quand vous regardez les noms des 9 délégués qui étaient là en 2009 et les 9 délégués qui étaient là en 2013, vous vous rendez compte qu'il y a, je n'ai pas fait le calcul exact, mais 70 ou 80% des personnes qui étaient les mêmes. Donc, je pense que la polémique n'avait pas vraiment eu lieu d'être. Et comme vous avez vu, vous aviez 97 délégués présents sur 105, et encore sur 105 parce qu'il y en avait 3 qui étaient décédés. Donc tout le football a été représenté ici et tous les corps de métier, régions, les clubs aussi ont pu s'exprimer. Donc je pense qu'elle était vraiment légitimée à les décisions qu'elle a prises. Très bien, alors Serge Pensy, l'Assemblée générale, là c'était Primo Corvaro, le représentant de la FIFA. Jusqu'à présent, on n'a pas encore les résolutions de cette Assemblée générale. Quel est le feedback que vous avez eu après cette assise? Non, je ne peux pas dire que j'ai un feedback après cette assise. J'ai écouté des gens parler, j'ai écouté beaucoup de dirigeants de clubs parler, dire qu'enfin le football est revenu aux mains des acteurs. Oui. Moi, je suis surpris. Pourquoi? Parce que le football a toujours été aux mains des acteurs. Je ne sais pas s'il y a un changement. Il n'y a pas de changement. Le football a toujours été aux mains des acteurs. Je suis surpris qu'on dise et qu'on le prône dans tous les débats. J'écoute ça. Et moi, et c'est ça que j'appelle l'idiot-optimisme. Parce que on pense qu'aujourd'hui, qu'avec ces nouveaux tests, là, ça va démarrer, le football, tout ça va bien fonctionner. Ce n'est pas les tests là qui vont faire ce qu'on ait un meilleur football au Cameroun. Les tests là, c'est pour gérer l'Africa Foot. Donc, avant, c'était toujours les acteurs de football, soit les présidents de club, soit un dirigeant de club à qui on donnait le mandat pour aller à l'Assemblée. Donc, aujourd'hui, si ce n'est que les présidents de club qui étaient présents là-bas, ce sont toujours des membres de l'association qui sont allés représenter le club, comme avant. Donc, rien n'a changé pour moi. Donc, il y a certainement dans les tests la création du tribunal arbitral de football qui pour moi, je trouve que on le crée, mais qui ne va rien changer parce que la loi camerounaise dit que c'est la chambre de conciliation arbitrale qui est toujours la dernière instance en matière de juridiction sportive au Cameroun. Donc on peut créer 1000 tribunaux de football au niveau de la fédération, ça ne changera jamais quelque chose. Très bien, alors, oui. Donc tout ça, et puis bon, il y a eu cette histoire, toujours cette histoire d'équilibre régional. Au départ, on a proposé 72 délégués pour l'Assemblée. En n'arrivant pas de 92. Oui, mais parce que... Ça fait partie des changements. Oui, mais parce que on voulait même revenir au taux d'avant, 9 délégués, parce que le Grand Nord a posé un problème. Il est lésé dans le nombre de délégués, 3 délégués par région. Oui. Avant, ils avaient 27, près de 30 délégués. Donc tout ça, moi je pense qu'on n'a vraiment pas avancé. On a peut-être changé les tests, mais avancé, on n'a pas avancé. Et puis, s'il te plaît, allez-y. L'article 4 qui faisait problème. Il a été modifié, non? Non, attends, je vais te dire. On a résolu ce problème depuis... Vous ne vous adressez pas à moi, hein, aux téléspectateurs. Oui, on a résolu le problème depuis 2005. Mais on ne l'a pas appliqué. Donc aujourd'hui, qu'on enlève cet article, on devait l'enlever depuis 2005. Depuis 2005, donc de 2005 à 2013, 8 ans, on n'a pas enlevé un article. Très bien. Alors, Charles la FIFA avait demandé depuis qu'on enlève cet article. Donc, il n'y a pas eu de nouveaux tests. Oui. Disons que, bon,
Bon, ils ont travaillé, ça, c'est ils le ont point réécrit de, les oui, tests. ça, c'est la version de Serge Renaud Pez. Mais sauf que Charles Monge-Mouye, mais on parle, n'est-ce pas, on dit par exemple qu'il n'y aura plus de cumul de fonctions, 2 à 3 délégués par région, le comité exécutif qui va monter à 18 membres, les femmes qui seront représentées au niveau du comité exécutif, 72 contre, on quitte de 72 à 92 membres au niveau de l'Assemblée générale. On vous dit que ça fait partie des gros chamboulements. Des gros chamboulements. Je pose la question à Charles Monge-Mouye. Oui, rapidement. Un président qui sera salarié, président d'une association qui sera salarié. Voilà, alors entre autres, Charles Monge-Mouye, mais quel est votre avis, votre analyse sur tout ce qu'on vient de numérer maintenant comme changement, selon ceux qui ont pris part, n'est-ce pas, à cette Assemblée générale, je le rappelle, extraordinaire? Moi, je pense que la mouture fournie par le comité de normalisation devait être une bonne base de travail. Malheureusement, si l'Assemblée convoquée n'était pas paresseuse. Parce qu'il y a beaucoup de paresse. Moi, j'ai entendu des gens dire, parce qu'ils ont travaillé 6 heures, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. 7 heures. Oui, même 8 heures. 11 heures, 18 heures. Quand vous travaillez 8 heures et que vous trouvez ça extraordinaire, c'est que vous n'avez pas l'habitude de travailler. C'est que vous êtes assez relativement paresseux. Je vous signale qu'il y avait plus de 200 articles à regarder. Tout à fait. Les statuts seuls avaient 109. Oui. Et il me semble que si un travail sérieux avait été fait, il n'aurait pas terminé ce jour-là. Parce qu'eux, ils ont pris quasiment 8 mois pour le faire. Donc je dis, il y a beaucoup de paresse. C'est une bonne base de travail. Mais vous verrez dans quelques semaines, pendant les élections, vous allez retomber dans des problèmes d'interprétation de ces textes. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dedans qu'il fallait clarifier. Elles ont été formulées d'une certaine manière, il faut clarifier. Les gens, ce qu'on a fait comme technique, moi, c'est mon analyse, hein, je peux me tromper, si je me trompe, qu'on m'en excuse. Je dis qu'on a utilisé la technique de l'écran de fumée. On vous donne, on connaît très bien ces membres des AG, on sait que ce qui les intéresse, c'est les sièges. On vous dit, on a réduit à 72. On a mis l'âge du président à 40 ans. On veut que ce soit le capitaine qui représente l'association des footballeurs. Vous allez vous battre là-dessus pendant 5 heures. Et les autres clauses, vous n'allez pas les regarder. Absolument. Et elles vont passer comme lettre à la poste. Pourquoi? Parce qu'on vous a écrit depuis le début que ces textes sont approuvés par la FIFA. Quand la FIFA a approuvé des textes, vous les petits Camerounais de la FECAFOOT, qui vous donne l'outrecuidance de venir les modifier en profondeur? Mais il y a des choses qui ont été modifiées ailleurs, non? Très peu. Ces choses qui ont été modifiées étaient prévues. C'était prévu, c'est ça que j'appelle l'écran de fumée. C'est-à-dire que je mets un chiffre, je dis 72 membres, je sais que vous allez discuter, je vais vous laisser 92. Est-ce que vous en plus, Serge? Je donne un exemple tout simplement à Charles. On dit que le secrétariat technique de la commission électorale, si on constate à un moment qu'il est défaillant, le secrétariat de la FECAFOOT se mue en secrétariat technique. Voilà par exemple une histoire qu'on devait annuler, qu'on devait tout de suite écarter. Il y a plein de choses comme ça. Alors, les membres de l'AG ne savent même pas qu'ils ont voté leur musellement. Il y a un article qui dit qu'ils n'ont plus le droit de s'exprimer, devoir de réserve, Oui. et en plus ils ont un devoir de solidarité désormais. Attention, ce devoir de solidarité, il fallait l'expliciter. Parce que si quelqu'un est en train de détourner de l'argent, je suis membre du comité exécutif, vous me dites d'être solidaire de quelqu'un qui détourne de l'argent. Si je le dis, vous allez me sanctionner parce que j'aurais manqué un devoir. Il y a donc de petites choses comme ça. L'air de rien. Est-ce que ce que vous expliquez explique le fait qu'il y a eu des travaux en plénière et que le lendemain, il y a eu des commissions restreintes qui ont tablé sur d'autres... Les commissions restreintes même, c'est quelque chose qu'ils ont avalé comme une couleuvre. Parce que m'a-t-on fait savoir, sauf si ce n'est pas vrai, vous allez me le confirmer, l'Assemblée s'est auto-dissoute après. Exactement. Bon, il y a 9 textes qui sont allés à la FIFA. Et les statuts, non, 9 textes. Oui, 9 à la FIFA, mais 3 ont été... voilà. Ouais. Les statuts disent l'Assemblée générale est l'organe législatif. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'on a donc 6 textes qui ne sont pas passés chez le législateur. Oui. Mais qui vont être imposés aux acteurs de football, parmi lesquels les règlements généraux. Sans passer par la quelle est l'importance des règlements généraux? On sait quelle est l'importance du code éthique. On sait quelle est l'importance du code disciplinaire. Tout ça, l'Assemblée générale n'a pas vu ça. Elle est déjà autodissoute. Ça veut dire que c'est seulement le comité normal. Donc, si demain matin, vous apprenez que désormais pour jouer à l'équipe nationale, il faut faire le service militaire, c'est ça qui va être appliqué. Voilà, on va écouter rapidement le professeur. Très rapidement, le professeur Joseph Owona, juste après les travaux. Voilà. Les délégués, les honorables membres ont été des Camerounais. Je crois qu'ils ont bien œuvré pour
la renaissance du football camerounais. Les projets de statut qui vous sont présentés auront des innovations. Il faut avancer. L'une des innovations majeures aurait été cette nouvelle Assemblée générale configurée pour le futur, beaucoup plus rablée, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rationalisée par ses méthodes de travail. L'une des innovations aura été l'apaisement, la clarification des relations avec les pouvoirs publics qui vont réellement jouer leur rôle de tuteur, leur rôle d'observateur, sans intervenir et sans ingérence dans les choses de la Fédération camerounaise de football. Voilà, le président du Comité national de normalisation, on vous propose à présent de suivre un membre de l'Assemblée générale. Et là, vous allez bien tendre l'oreille. Pour lui, beaucoup a changé au niveau de la FECAFOOT. On a navigué à vue pendant très longtemps, personne ne savait que cette histoire allait passer. On nous a dit même qu'il n'y aura pas. On avait même peur, malgré le fait qu'on a reçu les tests depuis une semaine, mais on était essentieux. Et vous avez vu les sourires de tout le monde sortir de cette salle. Tout s'est bien passé. Je pense qu'en ce moment, il faut simplement que si nous aimons bien notre football, dont nous parlons tant, il faut rentrer au travail et aller se battre pour revenir. Hein. Moi, je suis de manière continue depuis 14 ans, je suis membre de l'Assemblée générale. Je n'aimerais pas partir de là parce que j'ai pris l'envie, j'aime le football, c'est ma passion et c'est ma drogue. En ce qui me concerne, tout était toujours bien avant. Hein. C'est ceux qui criaient dehors qui ont créé des problèmes jusqu'à envoyer le pauvre billet en prison alors que tout était toujours bien. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui a changé? Oh, le football aux footballeurs, c'est les mêmes qui sont revenus. Je vous avoue aujourd'hui que c'est toujours un Yaïs qui va revenir parce que si vous n'êtes pas passionné de votre caméra, de votre métier de journaliste, vous n'allez pas être là. Il y a de vous venez là, parfois on n'a même pas l'argent de taxi, mais c'est parce que vous aimez ce métier. Ceux qui n'aiment pas ne vont pas forcément se découvrir à l'intérieur et deviendront footballeurs. Nous on est là-dedans, c'est notre vie, c'est notre quotidien. Et je suis content parce que dans quelques jours, un Yaïs sera aux affaires et non sera aux affaires. Voilà. Alors, Charles Mongoy mais là, carrément, voilà un membre de l'Assemblée générale qui nous explique que tout s'est bien déroulé, tout le contraire de ce que vous nous expliquez sur le plateau. Hein. Non, je n'ai pas dit que ça s'est mal déroulé, je n'y étais pas. Il dit tout s'est très bien déroulé. Je ne peux pas dire que les choses se sont mal déroulées. Je vous dis simplement que ils avaient une bonne base de travail. Le comité de normalisation a sorti une mouture qui est une base intéressante de travail avec un certain nombre de propositions dedans. Il fallait maintenant que eux qui sont les personnalités du foot, parce qu'on ne fait pas le foot seulement avec le droit. Quand on a fait un article de droit, les gens du foot vont dire que oui, mais ça ce n'est pas applicable parce que dans le foot, il y a ça, il y a ça. On ne peut pas faire seulement. Il y a même d'autres disciplines qu'on devait adjoindre. Même les statistiques peuvent être adjointes quand on fait un texte juridique comme celui-là. Parce que le nombre de membres que vous dites là, de représentants, logiquement, dans les fédérations qui se respectent, c'est au prorata de l'importance de la région. Le football, c'est quand même un lieu d'équité. Je ne peux pas avoir deux équipes, j'ai le même nombre de sièges qu'une région qui a 40 équipes. Ça n'a aucun sens. Ce n'est plus le foot, ce n'est plus le sport où c'est l'équité, c'est le mérite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être pantouflards, ils n'ont pas de club. Et le juge de vote, il a le même nombre de voix que moi, qui est 100 clubs derrière moi. C'est parce que, statistiquement, ils ont peut-être été embarrassés à trouver des règles. Peut-être que s'il y avait un statisticien, il leur aurait dit que, ok, je peux vous faire un prorata. On dit que si une région a entre 10 et 15 clubs, elle a d'office tel nombre de sièges. Oui. Maintenant, on ajoute un siège supplémentaire si. Mais c'est un travail qui n'est peut-être pas tout de suite à la portée de celui qui est plutôt dans d'une autre discipline. Donc, moi, je dis, il y avait une bonne base de travail. Dans ces textes, il y a des choses qui sont intéressantes. Par exemple, le souci qu'ils ont d'évincer de la fédération des gens de mauvaise moralité. Oui. Il précise que si vous avez déjà fait la prison, etc., etc. Mais il fallait relire ça minutieusement parce que ça va poser des problèmes d'interprétation le moment venu. Il y a des gens qui vont vous dire que le cabinet m'a épinglé. Ouais. Mais pourquoi vous dites que ça entre dans l'article ci alors que moi, on m'avait absous, on m'avait, etc. Ça va arriver pendant les élections qui arrivent là, tout de suite. Là. Alors, peut-être donc que nous ne sommes pas, peut-être selon vous, je ne sais pas trop, on n'est pas sorti bon, pas de l'auberge. On est dans l'auberge. On est peut-être encore dans l'auberge, mais Serge Pensis, très sincèrement,
Les élections, c'est au mois d'octobre, novembre et novembre, n'est-ce pas, pour ce qui est des élections au niveau fédéral. On aura bientôt un nouveau président de la FECAFOOT. Espérons. Oui, mais tout va pour qu'on ait... S'il n'y a pas de bagarre avant. Pourquoi est-ce qu'on aura des bagarres avant? Mais la question que je voulais vous poser, jusqu'à présent, c'est vrai, on n'a pas encore de résolution de cette Assemblée générale extraordinaire. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Mais parce que ça pose un problème. Parce qu'on a démarré la voiture pour aller à Yaoundé, on s'est rendu compte à Boumiébé qu'on n'a plus du tout de l'essence et tout ça là. Et comment on va résoudre ce problème? Parce qu'il y a toujours des tractations dans les couloirs. On n'a pas bien travaillé. Quel type de tractation on peut avoir maintenant quand le comité a tout bouclé? Ce que Charles a dit tout à l'heure, il fallait bien lire ces tests. Le code, où est le code d'éthique? Où est le règlement intérieur? Donc tout ça là, il fallait bien lire, prendre le temps de lire pour que dans 2 ou 3 semaines, quand les élections vont commencer, qu'on n'ait pas de problème, qu'on n'ait pas de bagarre, interprétation. Là, vous avez l'impression que... Je t'ai donné un seul élément. C'est-à-dire que le secrétariat général peut devenir le secrétariat de la commission électorale si on juge que le secrétariat technique est défaillant. Qui juge que le secrétariat technique est défaillant? Et quels sont les critères pour juger que le secrétariat technique qui a été mis en place pour les élections est défaillant? Donc on peut vous dire que ce secrétariat technique est défaillant et que le secrétariat général de la FEDE gère l'élection. Vous avez entendu aussi, par exemple, hein, les gens disent, y compris vos collègues de journalistes, c'est ça qui m'embête. Comment je peux dire ça? Je résume tout ça par la paresse. Parce que, comment vous pouvez me dire qu'il y a une loi du sport au Cameroun? Vous dites qu'elle est scélérate, la loi de 72, ce que je ne partage pas totalement. Elle n'a pas encore été abrogée. Elle n'a pas été abrogée. Mais on vous dit qu'on a voté un article de statut de la FECAFOOT qui remet maintenant l'équipe nationale à la fédération. C'est-à-dire que les statuts de la FECAFOOT vont passer au-dessus de la loi camerounaise. Je ne l'ai jamais dit. Hein. Pas vous, mais j'ai entendu vos confrères le dire. Oui. Je l'ai lu dans les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas bon. Donc, le ministre même vous fait savoir ça. Parce qu'il a encore nommé des gens aujourd'hui à l'équipe nationale. Les capitaines et les entraîneurs. Aujourd'hui encore, cette journée, s'il a nommé, je ne sais pas, intendant, je sais pas. Oui. Ils ont nommé. Alors maintenant, pour nous résumer, puisqu'on va sortir de la question dans 1 minute, on va sortir de l'émission dans 1 minute. Charles Mongamouye, mais les élections, ou alors l'élection, oui, les élections sur le plan régional et sur le plan national, c'est au mois d'octobre et novembre. Pour vous, le futur président de la FECAFOOT va travailler sur le verrou? Sa désignation ne sera déjà pas simple. Sa désignation ne va pas être simple parce que les choses ne sont pas bien embarquées, sincèrement. Elles ne sont pas bien embarquées avec ces textes qui ont été adoptés à la va-vite, qu'on va imposer à tous les acteurs. Bon, les organes juridictionnels, il faudra les mettre en place. Ça va être qui? De quelle moralité? Avec quelle assurance que ce n'est pas des gens qui vont venir travailler pour telle ou telle autre personne. Et il y a des conflits d'intérêts, des délits d'initiés qui sont déjà perpétrés depuis là maintenant, parce qu'on a caché les textes à un moment donné. Il y a des gens qui sont au courant d'un certain nombre de clauses avant d'autres, etc. Ce ne sera pas simple. Maintenant, le seul espoir, et moi je dis, je reviens à notre premier sujet au début tout à l'heure, le deuil de ce footballeur. Il faut qu'il nous parle. Le football est un jeu. Et le devoir de nous tous, c'est de dire aux gens qu'on ne se tue pas pour le football. Qu'à un moment donné, peut-être que on va faites appliquer la législation, mais ne devenez pas vous-même des gens qui se rendent justice. Parce qu'il y a des instances de justice dans ce pays, c'est elles qu'il faudra mobiliser. Donc les gens qui ont déjà leur coutelas, etc., bien limés, qu'ils les laissent dans le carquois, parce que ça ne va pas servir, ça ne sert pas dans le football. Ça ne va pas être facile de désigner, mais espérons qu'on aura quelqu'un qui pense football. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Voilà. Quelqu'un qui pense foot. Merci Serge. En moins d'1 minute, Serge Pensy, votre mot de fin. Les élections, c'est dans 1 mois et demi, 2 mois. Tout porte à croire que cette fois-ci, peut-être que vous allez accepter le mot nouveau départ au niveau de la FECAFOOT. Moi, je pense que ce sera une épreuve très, très difficile. Très, très difficile. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais vous citer le rapport du cabinet Bekolo qui est là. Tout le monde est passé dessus, mais il sait qu'aux élections, avant les élections, on va le sortir.
la commission d'éthique, après l'Assemblée générale de 2013, devait nous sortir des rapports sur ceux qui ont fraudé pendant l'élection. La Marlène Mfoutou qui avait accusé beaucoup de gens là. Donc, il y a ce rapport qui va aussi sortir. Je sais que quand on va vouloir éliminer des gens, on va le sortir. On va dire, monsieur, toi, tu avais pris de l'argent, toi, tu avais fait toi, tu avais fait ceci. Et c'est ça que Charles parle. Que si aujourd'hui, on a accepté qu'on a issu de bases nouvelles, attention, après, il ne faut pas sortir ce rapport pour tuer un tel, pour ne pas tuer un autre. Déjà qu'on a déjà violé ces textes-ci avant de les avoir appliqués. Oui. Pourquoi je le dis? On accorde 5 places à l'Assemblée élective, à cette Assemblée-ci. Oui. Au nom de quoi? C'est dans quelle partie du texte? Voilà. Alors, chers messieurs, il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir fait le déplacement. Merci Serge Renol-Pensy. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Merci infiniment, Charles Bongo-Mouyeme. Je vous dis au revoir avec cette information que nous avons reçue. La candidature de l'actuel secrétaire général de la FECAFOOT, on l'annonce comme le futur président de cette instance. Bien, je lui souhaite tout le plaisir. Hein. Il va aller en campagne. C'est un Camerounais comme tous les autres. Apparemment, sa campagne a débuté même. Hein. Ben, qu'il la fasse. D'accord. Voilà, on va conclure. On va conclure. Officiel, ça je ne sais pas, Serge Pensy. Je ne sais pas encore que les autres candidats n'ont pas encore. Merci d'avoir donc suivi cette émission. Je dois vous rappeler que l'émission a été tournée dans des conditions particulières. Mille fois merci tout de même d'avoir suivi. Merci également à Yves Tadefo qui a été de l'autre côté. On vous retrouve la semaine prochaine avec un gros dossier sur les arbitres camerounais. Nous avons quelques informations et même des vidéos qui pourraient, n'est-ce pas, servir à nos téléspectateurs. Nous vous retrouverons mardi prochain avec un plaisir très renouvelé. Merci à mes deux invités. Retrouvons-nous mardi prochain à la même heure. Au revoir.